Et voilà, nouvel endroit. Même vieille face réunie autour de la table pour ce nouvel épisode de la balado. Très savoir. Hélène Faradji, votre Colorado, bonjour. Bonjour. Salut. Jasmine Legendre, Daphné Leboeuf, Inès Talby. Bonjour, mesdames. Bonjour. C'est un épisode avec beaucoup de filles. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est un peu le but de cette balado, de vous entendre, mesdames. Nos invités cette semaine, on a l'essayiste Rosa Pires. Bonjour. Bonjour. Et le chanteur des Hôtesses d'Hilaire, Serge Brideau. Bonjour. Ça va bien? Bien, Fred. Ouais, alors voilà, on est prêt pour ce 15e épisode de la balado de Fred Savard. Ah oui, bonjour tout le monde. J'imagine que vous entendez déjà que le son de cette balado est complètement différent. Nous sommes à la VV Taverna, cette taverna du plateau Mont-Royal où chaque premier samedi du mois, je réinvente le concept de la bonne soirée dansante. Extrêmement excité d'être ici, mais surtout extrêmement excité puisque c'est le week-end du Grand Prix de Formule 1 à Montréal. Hey boy! Moi, là, je me suis surveillé ce matin et j'avais déjà un petit tas d'argent devant ma porte. Les retombées économiques étaient déjà là et la course est seulement dimanche. Et je ne serai pas le seul qui sera excité puisque ce sera également le festival de la prostitution juvénile à Montréal jusqu'à dimanche avec ce Grand Prix. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas déjà fait, allez écouter la série de balados sur le sujet, sur la prostitution juvénile, la série Trafic. On avait reçu la productrice lors de notre passage à Gatineau. Une série de balados vraiment qui donne froid dans le dos. Après ça, c'est très difficile d'être indulgent envers toute cette culture du bling-bling véhiculée par la Formule 1. Et nous, les tatas, on finance ça à coups de millions en fonds publics pour que des riches étrangers viennent célébrer l'esclavage sexuel des femmes, la surconsommation des biens de luxe et surconsommation de gaz pour tourner en rond pendant 12 heures. Je suis en colère cette semaine, les amis, ouais. Vous savez qu'il y a des études qui ont été faites. Un week-end de Formule 1 génère 40 000 tonnes de CO2, c'est-à-dire l'équivalent de 11 000 voitures qui roulent pendant un an. Et nous, on finance ça. C'est dégueulasse. Et Fred, selon un article que j'ai lu cette semaine, oui. là, c'est l'équivalent de 3 frigidaires mal recyclés. Oui! Donc, c'est moins impressionnant. C'est dégueulasse. Bonjour, Gaëtan Lorando. Allô? Ça va bien? Ben oui, mais-en. Mettez-en. C'est spécial pour vous aujourd'hui parce qu'on le dit souvent à cette balado. Les gens pensent que c'est pas vrai, mais vous êtes le petit-fils d'André Laurando. Oui, mais... Ce grand intellectuel est là. Mais Fred, c'est parce que c'est pas si original que ça. Regarde, si on lève la main, là, qui ici est relié à André Laurando de près ou de loin? Levez la main. Il y en a une dizaine. La moitié de Il y a la salle. même votre famille est là. Il n'y a rien là. Il y a même le fils d'André Laurando. Oui, On va dire que si la tendance se maintient, André Laurando pourrait se pointer un petit peu plus tard. Il y a des bonnes chances balado. qu'il arrive. Ouais. Il m'a texté tantôt. Mais là, on parlait de Formule 1. Daphné Malbeuf, vous qui tripez sport, c'est quoi votre position envers le Grand Prix de Formule 1? Là, c'est sûr que c'est difficile d'aimer ça après ce que je viens de dire, mais... Moi, étonnamment, la Formule 1, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Bravo! Qui Bravo! m'excite. Alors, je vais garder mes commentaires pour moi-même. C'est la bonne réponse. Oui. Journaliste sportive, Oui. je pourrais avoir des backlash C'est vrai. sur Twitter. Mais voilà, mon opinion voilée. Est-ce que vous avez passé une belle semaine? Sinon, Daphné, ça fait longtemps qu'on vous avait pas vu. Vous étiez en oui. voyage, j'ai vu ça. Je suis partie en voyage, Ouais. je suis revenue, C'est beau, là. j'étais déprimée par le mauvais temps. Ah oui, hein? Et puis, en attendant le retour du beau temps, j'ai visionné quelques documentaires sur des événements historiques, dont Oui. c'était l'anniversaire cette semaine. Ah oui? Très intéressant. Si vous avez la chance de regarder le documentaire de l'ONF qui s'intitule « Le jour se lève sur la place Tiananmen Oui. parce qu'on sait, c'était le 30e anniversaire du massacre de la place Tiananmen du 4 juin 1989. Oui. Si vous avez la chance de regarder ça, là, je vous le On va y conseille. aller. Ben oui. On va mettre ça sur la page Facebook de la balado, le lien pour ce film. On a commencé, les gens en vie, on a commencé à les mettre cette semaine. Les gens adorent ça quand on met des liens. On parlait de sport, de Formule 1. Il n'y a pas juste la Formule 1 qu'il va falloir abolir, mais j'ai appris ça cette semaine peut-être. Il y a aussi le ballon chasseur qu'on va peut-être abolir. C'est ce que pense Joy Butler. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer, cette professeure de pédagogie de l'Université de Colombie-Britannique qui estime que le ballon chasseur ne devrait plus être pratiqué dans un cadre scolaire. Parce que c'est pas vegan. Parce que selon elle, le jeu serait une forme d'intimidation légalisée. Madame Butler s'exprimait dans le cadre du Congrès des sciences humaines qui se déroule cette semaine à Vancouver. Elle présentait un résumé d'une étude à paraître sous peu qui s'appelle « Ballon chasseur, les 5 visages de l'oppression », parce qu'il y a un point d'interrogation. Madame Butler est très inquiète du message social que le ballon chasseur envoie. Pour elle, c'est un jeu qui évoque l'exploitation et l'impuissance, la dominance et l'impérialisme culturel, la violence et finalement la marginalisation. C'est pas ça le sport? Ben, c'est ça. Mais là, attendez, Mme Butler travaillerait également. Mais vous avez raison. Non? Ah, vous n'êtes pas d'accord avec Mme Butler ou avec Inès? Avec Inès. Mais tu sais, le hockey, si tu prends les trucs d'équipe, y a pas Ouais. comme... C'est pas un peu les mêmes...
Peut-être. Est-ce que vous avez été marqué par le ballon chasseur, Daphné? Ce que vous évoquez quand même, on s'entend que c'était... Mais c'est pas moi qui évoque ça, c'est Joy Butler. La gang cool, là, c'était quand même celle qui était bonne au ballon chasseur. Moi, j'ai jamais quand gagné même. au ballon chasseur, puis ça a quand même ruiné ma jeunesse. Ah oui! Moi, j'ai quand même gagné au ballon chasseur, mais ça a aussi ruiné ma jeunesse. C'est vrai, parce que là, après ça, les gens ont l'opportunité de venir vous délivrer ou pas. Puis là, si t'as moins d'amis, moins de chances de se faire délivrer, c'est quand même angoissant, très honnêtement. Puis juste faire les équipes... Et l'angoisse d'être prise la Mais dernière. Daphné, vous allez voir, ça va vous intéresser parce que Mme Butler travaillerait également sur une autre étude à paraître après celle sur le ballon chasseur, une étude intitulée « La vie, ce patriarcat injuste, 5 façons de tomber dans le coma pour ne pas souffrir ». Bon, voilà. C'est léger. Et la balado de Fred Savard y reviendra, c'est promis. Godefroy Normando, vous travaillez en CPE, qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, le ballon chasseur? Ben, moi, je trouve ça dangereux. Oui? Les ballons, c'est rond et c'est plein de coins. Oui. Puis tout ce qui est pointu, on n'aime pas ça, donc les ballons, on s'en sert plus. Ça prend des ballons, Donc, ça prend des ballons en air, sans surface. Dans les CPE, vous jouez pas au ballon chasseur. Les enfants ne s'intimident pas avec le ballon chasseur. J'ai déjà joué au ballon chinois avec les ballons. Ah, Imaginez-vous. On peut faire ça non plus. Ben non, c'est ça. Vous avez passé une belle semaine, Godefroy? Ah, très belle, oui. Oui. Vous voulez nous parler des frigos un petit peu? Ben, je vais vous en parler. Est-ce que c'est déjà le temps? Ben oui, c'est le temps. Je vous demande si vous passez une belle semaine. Ben, je passe une belle semaine. Vous avez Mais pas lu le plan? j'ai lu toutes sortes d'affaires, Fred. Je lis tellement de choses qu'à un moment donné, je déborde. Ah oui, hein? Oui. Mais là, il y a des études qui sont sorties dans la presse cette semaine. En fait, les frigos sont recyclés de façon très, très aléatoire au Québec. Saviez-vous qu'il y avait 300 000 frigos ou appareils frigorifiques à chaque année qui sont mis au vidange? Ah oui. Oui. On inclut là, les climatiseurs de voitures, les climatiseurs de maison et tout ce qui est réfrigérant. C'est beaucoup, beaucoup. Et chaque frigo mal recyclé, c'est une catastrophe et c'est vraiment inquiétant. Il y a la madame de Brouet-Martineau, parce que là, il y a des gens qui demandent que le coût de recyclage soit inclus dans le prix de vente. C'était prévu dans un projet de loi qui était sorti en 2017 et qui a été amendé juste avant les élections parce qu'il y avait une petite levée de bouclier. Oui, la madame de Brouet-Martineau, la présidente, elle a dit qu'il ne faut pas faire ça parce que les gens vont plus acheter de frigo. Et non, ils vont aller en Ontario magasiner ça. Ben, oui, c'est ce qu'elle a dit. Parce que les gens ont besoin de changer leur frigo une fois aux 2 ans, peut-être, aux 3 ans. On se tanne à un moment donné. Écoute, le froid est pas pareil. Non! Moi, ça fait 3 ans que j'ai mon frigo puis je commence à être un petit peu tanné. C'est comme on veut plus de fraîcheur. Plus de fraîcheur. Inès Talby, vous avez passé une belle semaine, vous? Absolument. Oui? Oui. Pourquoi? J'étais presque en vacances. Ah oui? Oui, ce qui veut dire que mes journées étaient occupées, mais j'avais comme. En même temps, vous êtes comédienne, alors j'imagine que c'est souvent ça. Ça veut dire que je faisais énormément de bénévolat autour de ça, comme ce soir. Ah oui, c'est la dernière saison, hein? Mais non, j'ai eu une belle semaine. Avant d'être payé, c'est ça que je veux dire, pas la dernière saison de balado. Oui, la saison 2, on je pensais que je me faisais renvoyer de live. Non, mais je fais une parenthèse. Non, mais j'ai reçu quelques messages. Les gens posent des questions. Est-ce qu'il va y avoir une saison 2? Puis comment? Est-ce qu'il va y avoir une campagne de financement? On n'a pas donné de détails, mais oui, il y aura une saison 2. On est en train de planifier une grosse campagne de financement participatif pour que, à la saison 2, on puisse, vous, chroniqueurs et chroniqueuses, puissent être rémunérés. Alors, on va travailler là-dessus. On va donner les détails avant la fin. Mais oui, préparez. Dépensez pas trop, les gens à la maison. N'achetez pas de nouveaux frigos. Gardez cet argent pour la balado de Fred Savard. Donc, vous avez passé une semaine semi-vacanceuse, c'est ça? Oui, j'ai lu le livre de Rosa. Oui. Ça m'intéressait beaucoup. On va parler tantôt, oui. Et j'ai relu du Amin Malouf. Ça m'a emmené à relire Amin Malouf. Et donc, j'ai beaucoup lu. J'ai essayé de me faire croire que c'était l'été. Donc, j'ai marché un peu. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, on a déménagé d'endroit, il fait beau. Tout d'un coup. Mais c'était ça. C'était juste ça. Et vous savez, Inès, vous n'aurez plus besoin d'envoyer... Ça va peut-être égayer votre semaine. Vous savez que cette semaine, on apprenait... En fait, vous n'aurez plus besoin d'envoyer un fax à votre médecin pour renouveler votre prescription de Xanax. Ça change ma vie. Puisque d'ici 2023, le gouvernement Legault nous l'a promis cette semaine, le fax sera abandonné dans le système de santé québécois. Je pense qu'on peut applaudir, ouais. 2022, c'est ça, il me semble? 23. 23, On voulait du changement avec la CAQ. Ouais. On en a. On parle de remplacer le fax par le courriel. C'est ça qui était dans les communications officielles. Mais attention, ça ne sera pas pour tout le monde. J'ai des informateurs au gouvernement. En fait, le gouvernement avertit que les seuls patients qui pourront communiquer avec leur médecin par courriel seront ceux équipés d'un ordinateur Pentium 3 avec Windows XP. Alors, si vous n'êtes pas équipé de... Fait que c'est quand même les mieux nantis, encore une fois, qui auront accès à leur médecin par courriel. Et ça ne sera pas sans coût, puisque la Fédération des médecins spécialistes va sûrement exiger une prime à l'abandon du fax pour augmenter sa rémunération. Alors, on a très hâte de voir comment tout ça va coûter. Jasmine Legendre, comment ça va? Ça va bien. On le disait la semaine dernière, vous êtes sacrifié et vous êtes allé voir Constitution de Christian... je sais pas. De Christian... Ben, ça dure 3 heures, cette affaire-là? Oui, 3 heures, même 3 heures et demie, dépendamment de qui lit la Constitution à la fin. Et comment c'était? C'était vraiment bon. Oui? En fait, c'est plus un show que vraiment...
j'ai pas vraiment compris comment ça s'est fait. Ben, on n'a pas compris non plus quand Christian Lapointe est venu à la balado. Bon, on a compris un petit peu, mais... Par contre, c'est vraiment un personnage. Oui. Moi, Christian Lapointe, j'adore presque tout ce qu'il fait. Donc, vraiment, c'est la seule personne, je pense, qui est capable de me garder captive pendant 2 heures en étant seule sur scène et en parlant presque... c'est le seul qui parle sur scène. Mais c'était vraiment intéressant. Mais je pense que le show aurait peut-être gagné à avoir un petit peu plus de maturité aussi, de ne pas avoir été fait en aussi court laps de temps, parce que ça a été déposé dernièrement. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que je pense mais que de toute façon, le processus n'est pas fini, je pense. Exactement, puis ça va revenir à l'automne, dans la prochaine saison. C'est ça. Et j'imagine que ça sera un petit peu plus... ça va être plus peaufiné. Et ça va être remis aux autorités politiques également. Au-delà du spectacle, il y a quand même une démarche. Ouais. Je salue notre invitée, Rosa Pires, auteure du livre Ne sommes-nous pas québécoises? On va en parler un petit peu plus tard, mais merci beaucoup d'être là. Ça me fait plaisir. Vraiment. Et c'est un livre qui a interpellé beaucoup Enes Talbi, on va en parler tantôt. Hélène Faradji, j'imagine que vous avez passé une semaine sous le signe de l'émotion. Ben, certainement. C'était les commémorations du débarquement de Normandie. 75 ans déjà. On vous a sauvé, Hélène, hein? Vous et votre ancien peuple, sans quoi vous ne seriez pas ici. Vous seriez encore sous la botte des nazis si les Canadiens n'étaient pas allés sauver la France. Oui, c'est... Quel bonheur. Quel bonheur. Tous les matins, je me lève avec une pensée reconnaissante pour vous. D'ailleurs, Radio-Canada nous offre un témoignage très, très touchant hier d'une jeune Canadienne interviewée par le journaliste Yannick Dumont-Baron. Une petite Canadienne très fière de savoir que le Canada avait sauvé l'Europe à un moment donné. On va mettre l'extrait. Il y a aussi beaucoup de drapeaux partout, Michel, et ça a frappé Camille Johnston, qui est une francophone qui vient de Colombie-Britannique. Francophone. Je vous laisse l'écouter. Oui. J'étais vraiment touchée quand j'ai vu tous les drapeaux des nations alliées des Canadiens. Je ne savais pas à quel point les sacrifices des Canadiens étaient appréciés ici en France encore, même en 2019. Et je savais qu'il y avait des liens très importants entre la France et le Canada, mais oui, je ne savais pas à quel point le peuple français était encore reconnaissant. Ouais, alors elle était sur une terrasse à côté et elle était très fière. Je remercie Radio-Canada de remplir si bien son mandat, de nous rendre fiers en estifie d'être Canadien. Merci. Serge Brideau, est-ce que vous êtes fier d'être Canadien, vous? Pas tout le temps. Non! Non. Il y a eu comme un bout, il y a un gars qui s'appelait Harper. Oui. T'es pas fier dans ce temps-là. Vous êtes ici pour 2 raisons. Oui. La première, je suis un fan de... Vous êtes chanteur des Hôtesses d'Hilaire? Oui. Moi, je suis un gros fan de votre groupe. Je suis allé voir votre spectacle. On va en parler tantôt parce que là, il y a un album live. C'est un album concept. On va en parler tantôt. Oui. Mais moi, aussi, je suis un gros fan de Fred Savard sur Ça se passe. Oh, arrêtez donc. Non, mais Serge a été un des premiers quand j'ai lancé un appel sur les médias sociaux. Vous m'avez écrit pour me dire, moi, j'aimerais ça être chroniqueur éventuellement si vous voulez une antenne en Acadie. Et à l'origine, on devait peut-être aller en Acadie parce qu'il y avait plein de sorties de prévues. Ça s'est pas avéré. Mais là, vous faites le chemin inverse. Vous revenez à Montréal un petit peu. Ouais, j'ai un pied à terre à Montréal. Là. En fait, je suis fier résident de Rosemont depuis 2 mois. Depuis 2 jours. Bravo! Rosemont! Et vous avez eu le plateau Mont-Royal de demain. Serge, vous avez déjà eu votre premier ticket? Hein? Oui. Ah oui, c'était vraiment une belle semaine pour moi parce que j'ai eu bienvenue à Rosemont. J'ai arrêté un stop puis j'ai checké mon agenda puis 468 piastres puis 5 points de mérite plus tard. Ah ben pour tout le monde qui nous écoute, vraiment, ça niaise pas Montréal. On fait pas ça. En fait, vraiment, c'est ton cellulaire. En fait, on peut regarder son agenda, mais son agenda papier. Voilà, c'est ça. C'est ça qui fonctionne. J'y ai pensé aussi. Mais plus tard, vous allez aussi nous faire une chronique, en fait, une espèce d'état des lieux de ce qui se passe en Acadie politiquement, parce qu'on n'en a pas parlé du tout. Depuis le au Newbie, parce que l'Acadie, c'est ça comme un grand Nouveau-Brunswick. Oui, voilà. OK. Voilà. Ben, merci, Serge, d'être là. Et là, Hélène, je me retourne encore avec vous parce que, bon, on faisait des blagues sur la France, mais vous étiez sûrement émotive cette semaine parce qu'un autre grand cinéaste nous a quittés et ça touche un petit peu Godefroy également. Ben oui, tout à fait. J'ai eu un début de semaine, en fait une fin de semaine chagrine, comme le cinéma québécois. Je suis morose. Oui, ben, à cause du gala. Oui, à cause du gala, entre autres. Mais effectivement, parce que vendredi dernier, on a appris le décès de Jean-Claude Labrec, qui avait 80 ans. Et grosse tristesse parce que c'est un homme qui a fasciné le cinéma québécois, en tout cas moi celui que j'aime. Oui. C'est un travail d'abord de directeur photo incroyable sur des classiques, Le chat dans le sac, À tout prendre, La vie heureuse de Léopold Z. C'est aussi un cinéaste qui a fait des films de fiction comme
moins connu, mais je vous conseille Oui, vraiment c'est d'aller vrai le qu'on voir. connaît beaucoup le documentarisme, mais moins Les le réalisateur. SMAT. Ah oui. 72, un film extraordinaire avec les frères Pilon sur un village de... Ça vous fait rire? Non, me fait sourire. Non, je me rappelle avoir vu ce film-là à Canal D, à l'époque où Canal D mettait des films québécois. Ah oui, ben ça arrive plus beaucoup. Non. Tout donc, est un film qui se passe en Gaspésie? En Gaspésie, un village que le gouvernement décide de fermer parce que le village n'est plus viable économiquement. En 72! Ça ressemble, Godefroy, au cycle abitibien de Pierre Perrault, qui est la même chose, la dévitalisation des visages. Et je parlais de Godefroy, vous êtes un peu touché parce que c'est... Ben, c'est mon nom. C'est votre nom, oui, par alliance. Effectivement, mais tout de même, ça faisait partie de nos... de la noblesse que je porte. Oui. Une autre tribut non rapporté à la longue. Une hérédité que je ne mérite pas, mais par contre, je me suis intéressé moi aussi à ces films, mais c'est effectivement un gros morceau qui est parti dans la famille, mais aussi pour le Québec. C'est ça. D'ailleurs, excuse-moi, mais la caricature de Pascal dans Le Devoir cette semaine était à s'acheter par terre. C'était extraordinaire. Incroyable, c'était très chouette. Mais moi, Hélène, j'avoue que je connaissais beaucoup M. Labrec pour ses documentaires. Ces documentaires, évidemment, La Nuit de la Poésie, La visite du général de Gaulle, les 21e Olympiades, le RIN à hauteur d'homme, l'extraordinaire. Je trouve que le film sur les Olympiques c'est formidable. n'est pas autant vu, puis il est difficile à trouver. J'essaie de le trouver, entre autres, pour l'acheter en DVD. Alors, parce que j'ai un coffret de Jean-Claude Labrec, mais il n'y a pas parce qu'il a filmé toutes les Olympiques de façon extraordinaire. Et entre autres, on voit Bruce Jenner, qui par la suite est devenue Madame. Madame, oui, voilà. Kendall Jenner. Oui, c'est ça. Voilà. Et son épouse de l'époque, qui est complètement survoltée sur les lignes de côté. Mais on est vraiment à l'intérieur des Olympiques. Cinéma direct, le vrai de vrai. Totalement. C'est un film fabuleux. Et vous pouvez le voir sur le site de l'ONF. Alors, il n'est peut-être pas en DVD, mais au moins, il est disponible quelque part. Oui. Donc, Monsieur Labrec, un homme qui a mis sa vie au service des nôtres pour mieux nous raconter, enregistrer notre histoire, nous tendre un miroir où on pouvait se regarder avec hauteur. Un géant, donc, qui, par son regard, nous a rendus, nous aussi, un peu plus grands. Et tout ça, ça m'a causé un gros malaise parce que au moment où on apprenait le décès de Monsieur Labrec, le même vendredi, 48 heures avant le fameux gala Québec Cinéma, dans la presse est paru un article intitulé « Le problème d'image du cinéma québécois », signé Marc Cassivi. C'est un article dans lequel Cassivi évoque les piètres résultats en salle de nos films d'auteur qui réussissent apparemment à peine attirer un noyau dur d'environ 4000 personnes. Et même quand ça va bien, comme avec un film comme Une colonie de Geneviève Duluth-Decelles, qui a eu meilleur film aux écrans canadiens, qui a eu un prix à Berlin, qui est un chouchou du circuit festival Art et Essai, ça monte à un gros total de 8712 personnes. Sur 8,3 millions, c'est peu. C'est très peu. Ouais. Alors même si Une colonie nous grandissait, comme le faisaient les films de Monsieur Labrec, si personne le voit, on reste un nain. Mais comment on fait pour inverser cette tendance-là? C'est un gros problème. C'est un problème parce que j'ai lu le texte de Cassivi, puis là, il disait mais en même temps, le cinéma est triste, c'est lourd, souvent, c'est des drames familiaux. On se concentre sur un tout petit pointe d'iceberg dans cet article-là, et c'est ce que je vais essayer de vous raconter. La première chose qu'il dit dans l'article, c'est que les gens continuent à aller au cinéma. C'est pas seulement un problème généralisé à tout le cinéma. Ils continuent à aller voir des films américains, par exemple, même les mauvais. Puis non, mais c'est vrai. Je peux vous donner un exemple. Moi, je suis allée voir Avengers plus d'un mois après sa sortie, le dernier. La salle était pleine à craquer. Mais j'ai fait des calculs savants. Parce qu'on compare un petit peu les pommes et les oranges dans cet article. Je suis allée prendre le film The Rider de Chloé Zhao, qui est à peu près l'équivalent d'Une colonie dans le cinéma américain, c'est-à-dire primé à Sundance, cinéma d'auteur, très favorisé dans les festivals, etc. Et si on fait le calcul proportionnellement, ça a attiré moins de spectateurs aux États-Unis qu'Une colonie. Ah oui. Ici. Ouais, j'ai fait le calcul. Wow. 0,07% pour l'américaine, 0,1% pour Une colonie. Bon, c'est pas avec des chiffres comme ça qu'on va. Non, mais évidemment, le bassin est pas le même. Je veux dire, on peut financer des films nichés comme ça plus facilement aux États-Unis qu'ici, quand même. Non, parce qu'eux, ils n'ont pas un système de financement public, donc ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Il faut qu'ils se débrouillent tout seuls. Et donc pour financer des films d'auteur... Ils se retroussent les manches. Exactement. Bref, tout ça pour dire que si on veut commencer à jouer le jeu des comparaisons avec le cinéma américain, il faut le faire avec des films qui se correspondent, et on n'est peut-être pas perdant. L'article a mis en colère une bonne partie de l'intelligentsia du cinéma québécois parce que il rend coupable de la désertion du public en salle les films eux-mêmes. Sont trop gris, sont trop plates, sont dépressifs.
C'est possible, mais si on regarde les 7 films qui ont été nommés à l'Iris du meilleur film cette année, c'est-à-dire Répertoire des villes disparues, Une colonie, La Bolduc, À tous ceux qui ne me lisent pas, 1991, La Grande Noirceur et Genèse, c'est pas nécessairement le gris qui frappe. Ce qui frappe, c'est plutôt à quel point le lien de confiance a l'air d'être brisé entre nous et le cinéma québécois. Si je vous demande nous les spectateurs, ouais. Nous les spectateurs. Si je vous demande autour de la table le dernier film québécois que vous avez vu, voilà le beau silence. C'est laissé de l'Abitibi. Ouais. 1991. Ah, quand même, dans les finalistes de l'année, OK. Ben moi, j'en ai plein, là. On dirait que je suis allée à Saguenay voir plein de je vois beaucoup de courts-métrages, en fait. Ça compte pas, ça. Ouais, c'est ça. C'est le sous-produit. Mais non, j'ai vu tous les films qui étaient nominés. Bravo. Je me rappelle plus du titre, mais c'était le dernier film avec Théodore Pellerin. Genèse. Voilà. Sauf qu'en même temps, on peut pas non plus... On peut pas tout créer voir. ce sentiment de culpabilité. Genre, est-ce que vous avez encouragé votre culture cinéma, là? Mais j'aurais voulu aller voir Nous sommes Gold, par exemple. Puis ça a duré, je crois, une semaine ou peut-être 2 fins de semaine. Voilà, c'est très court. C'est très court, c'est un des problèmes. Puis surtout, le problème, c'est que le préjugé s'est vraiment installé dans la tête des gens. Ça, je pense que oui. S'il n'y a pas de vedette, si c'est pas une comédie, si c'est pas un biopic sur une personnalité de notre histoire, c'est forcément drabe. Mais ça reste que c'est-à-dire un préjugé. Nos films, faut jamais l'oublier, tous les films, pas juste les films québécois, tous les films, c'est d'abord et avant tout un discours sur le monde dans lequel on vit. Et si les films sont plates, c'est peut-être parce qu'on l'est aussi. C'est vrai. OK. Le problème, c'est peut-être pas que nos films sont trop gris, c'est que on les déserte parce qu'on veut pas voir qu'on est gris nous-mêmes. Et forcément, c'est pas agréable. Et puis même, admettons que les films sont gris. Est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce qu'on a déjà reproché à Ingmar Bergman de faire du cinéma gris? Non. C'est pas grave que les cinéastes fassent du morose, parce que d'abord, ils font pas que ça. Quand on regarde encore une fois la liste des 7, c'est pas que du morose, c'est très bien qu'il y en ait, tant qu'il y a d'autres choses aussi. Et puis, c'est une perception qui est fausse. Parce que quand on regarde dans les 2 dernières années le cinéma québécois, justement, c'est pas mal diversifié. Comédie romantique, Les Faux Tatouages, un thriller, Chien de garde, des comédies adolescentes, Charlotte a du fun, Avant qu'on explose. Ce qui est plus grave dans cet article et dans ce que ça soulève, c'est ça nous montre à quel point collectivement on se contrefout de notre cinéma. Et je reviens à Monsieur Labrec. Parce que oui, quelques films sont disponibles sur le site de l'ONF. Les SMAD dont je vous parlais, il est disponible sur Illico, sur iTunes. Mais à hauteur d'homme, à part en DVD, on ne peut pas le trouver. On ne peut pas le trouver. Pourquoi, le soir de sa mort, aucune chaîne ne s'est précipitée pour rediffuser ces films? RTV a décidé... Télé-Québec aurait pu, en fait, s'arrêter sa mission, même. Tout à fait. Façon. RTV a rediffusé le documentaire Labrec, une caméra pour la mémoire, qui est un film de Michel Lavaux, hommage à Monsieur Labrec. Mais ça a été très, très peu annoncé. Personne ne l'a su. Et honnêtement, même si c'est un très bel hommage au cinéma de Monsieur Labrec, nous, ce qu'on aurait voulu voir, c'est un film de Monsieur Labrec. Ce déficit de prise au sérieux d'un monument de notre culture, forcément, ça a rendu un peu pic-pic l'hommage qu'on a essayé de lui rendre 2 jours plus tard au Gala Québec Cinéma. Voir nos films aujourd'hui, c'est un défi, et ça ne devrait pas l'être. Parce que notre culture, s'il n'y a personne pour la regarder, elle ne sert plus à rien. Alors... je ne savais pas très bien comment réagir à cet article de Marc Cassivi, donc je me suis dit, je vais poser des questions. Un petit florilège de questions pour essayer de repenser le cinéma québécois, ou en tout cas d'essayer de comprendre les problèmes dont il est atteint. Alors, pourquoi, par exemple, il n'y a pas un règlement qui ferait que dans chaque salle de cinéma, un écran serait réservé à un film québécois. Et il y resterait jusqu'à ce que le suivant puisse sortir. C'est une question. Mais est-ce que les majors, parce que c'est souvent les majors qui contrôlent les salles est-ce qu'ils seraient intéressés à faire ça? Certainement pas. Certainement pas. C'est probablement à nous de montrer qu'on a des muscles. Parce qu'il y a le cinéma Beaubien qui le fait, mais c'est... Qui le fait, mais qu'on l'institue comme un règlement. Parce qu'il y a d'autres pays qui le font. La Corée du Sud, par exemple, le fait, institue des quotas, et ça marche, l'industrie du cinéma. La Corée du Nord aussi. Moi, j'ai une question. Est-ce que ces films-là sont à l'extérieur de Montréal, sont diffusés en région? C'est encore pire. C'est encore pire en région. À Montréal, on a un bassin de salles qui est limité, mais qui existe quand même. À Québec aussi. Dans les grandes villes, ça va. Mais dès qu'on s'éloigne un peu, ça devient catastrophique quand ils arrivent à avoir les films québécois. Une autre question, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas nos films dans les programmes d'enseignement? Oui, c'est vrai.
Ça fait partie des directives ministérielles. Je suis allée vérifier en France, en Belgique. Nous, ici, ça dépend du bon vouloir des profs. On pourrait ramener les ciné-clubs. On pourrait ramener les ciné-clubs. Comme dans les années 50 et 60, il y avait des ciné-clubs. C'est plus qu'important. Dans les écoles, les livres, les auteurs, la littérature n'existe pas. Heureusement, la CAQ va tout changer ça. S'ils peuvent changer ça, on leur dira merci. Surtout que la laïcité est réglée, là, ils se garochent là-dessus. Une autre question, pourquoi est-ce que la critique, ça n'existe pas sous forme de débat ici? On reste avec nos étoiles, on pense que ça suffit. 3 étoiles. 3 étoiles et demie. Sur 5. Si c'est nul, si c'est gris, si c'est plate le cinéma québécois, ben faut le dire. Pourquoi toujours ce tiédisme, ouais, c'est correct, sans plus. Si c'est gris, si c'est déprimant, faut s'y attaquer, faut le pourfendre. Il ne faut pas se confondre. Mais c'est la même chose dans les autres domaines. En musique, c'est la même chose. C'est difficile. On est un petit milieu, visiblement, et les gens sont susceptibles. Certes, mais une œuvre, pour vivre, elle a besoin du débat. Elle a besoin d'être stimulée, d'être soumise aux passions, aux engueulades, à ce que vous laissez ça qui va la faire vivre, parce que y a des gens qui vont l'aimer, qui vont dire « mais non, c'est pas vrai », et ça va faire vivre dans l'imaginaire nos œuvres. Et j'en arrive à ce fameux gala de dimanche soir du Québec Cinéma, avec 2 questions qui ont juste accentué mon malaise et m'ont donné le sentiment que, pour beaucoup de gens, le cinéma québécois, c'était d'abord et avant tout une corvée. D'abord, pourquoi l'hommage à Pierre Mignot, qui est un de nos plus grands directeurs photo, qui a fait la photo de Crazy, des Mauvaises Herbes, de J.A. Martin photographe, qui a travaillé avec Robert Altman. Pourquoi ça a été relégué dans le gala de 16h? Le gala hors d'onde. Non, quand même, il était diffusé à RTV à 16h. C'est ça que je dis, hors d'onde. Mais il n'a pas été vu beaucoup, disons. Pourquoi est-ce qu'on traite un homme de cette stature-là de cette façon-là? Mais ça, c'est l'industrie, cela dit. Exactement. Parce que c'est l'industrie qui organise ce gars-là. Et si le milieu... C'est pas le problème du diffuseur. Là. Non, c'est le problème du milieu du cinéma, parce que si le milieu lui-même traite ses héros comme des choses qu'on n'a pas à valoriser, comment voulez-vous que la population en prenne conscience? Et puis l'autre question qui, là, m'a vraiment fâchée, pourquoi, durant les pauses du Gala Québec Cinéma, j'ai vu 3 publicités pour The Long Shot, Captain Marvel et La vie secrète des animaux 2. Moi, je trouve ça aberrant. Ah oui, le deuxième est sorti? Oui, ça s'en vient. Préparez-vous. Il restait des secrets. Mais il n'y a plus Louis C.K. Fini. Ce gala-là, c'est un espace dédié au cinéma québécois et on le bourre d'incitatifs à aller voir des films américains. Est-ce que c'est moi qui comprends pas quelque chose ou c'est juste un gros Mais là, je vais lancer une question, moi aussi. Mais se peut-il que c'est un milieu extrêmement subventionné, on le sait, qui vit un peu en vase clos, un peu déconnecté? Là, je dis pas qu'il faut abolir les subventions, mais se peut-il que ça crée une espèce de florilège de personnes qui gravitent autour de ces subventions-là et qui sont complètement coupées du réel d'une certaine façon et qui ne voient même pas ces évidences-là parce que de toute façon, toute cette industrie va continuer de se perpétrer elle-même à coup de subvention? Elle n'aura pas le choix de s'ouvrir parce qu'à coup de 4000 personnes qui vont voir les films, ça ne durera pas longtemps. Donc, il va falloir que quelque chose change. Ça, c'est des pistes qu'on peut changer. C'est très concret, c'est très simple. Ne pas mettre de pub pour des films américains pendant un gala. C'est pas l'industrie, ça, c'est le diffuseur. C'est qu'il y a tellement pas tant d'argent dans l'industrie que si on veut que le gala soit là puis qu'on ait accès un peu à un public... Je comprends, mais c'est toujours le même distributeur qui est les Films Séville, qui a l'espèce de monopole sur la distribution au Québec. Et c'est le premier dont je parlais, de Long Shot, c'est un film Séville. Or, les Films Séville va sortir La femme de mon frère de Monia Chokri ce vendredi. Il aurait très bien pu utiliser cette place-là pour promouvoir un film québécois. Et... dans ce désamour du public, c'est pas juste les films qui sont en cause, comme a l'air de l'expliquer Marc Cassivi dans son article. C'est le manque d'exigence des critiques, des institutions, des diffuseurs, des salles, de tout ce beau milieu qui aime effectivement un peu trop rester sur son quant à soi et qui oublie peut-être une des plus belles déclarations qui a été faite au sujet du cinéma québécois. Et c'était Jean-Claude Labrec qui disait « Quand tu tournes un gros plan de visage, tu tournes un pays, tu perçois le pays. » Les cinéastes, les créateurs, ils nous perçoivent collectivement. Et ne pas les écouter, ne pas les considérer, leur renvoyer à la gueule « mais vous ne nous intéressez pas avec vos histoires dramatiques », c'est nous nier. Et Dieu sait qu'on est bon au Québec pour ça, nous nier. Et ce qui est un comble pour un pays qui a la devise « Je me souviens » tatouée sur les plaques d'immatriculation. Ah ben merci beaucoup pour cette belle réflexion, Annette Faradji. Vraiment. Et on va
Parler de culture, mais d'une autre façon, avec notre invitée Rosa Pires, essayiste, auteur d'un livre que j'ai trouvé passionnant, vraiment, et je ne m'attendais pas à le trouver aussi passionnant, un livre qui s'appelle « Ne sommes-nous pas québécoises ». Ce livre-là est une réflexion sur... en fait, c'est des entrevues. Oui. Vous avez rencontré des féministes, en fait, issues de l'immigration, donc de la deuxième génération, soit nées ici ou arrivées très, très jeunes. Et c'est en fait leur témoignage. Et là, moi, c'est ça qui m'a frappé, en fait. C'est toute cette... j'ai découvert une réalité que tout le monde ignore. C'est-à-dire comment se vit être québécoise ou être canadienne, parce qu'il y a toute cette dualité-là aussi dans ce livre-là qu'on découvre, mais d'être d'une féministe et de ne plus se sentir à l'aise dans le féminisme actuel. Donc, c'est une réflexion sur l'intersectionnalité. Je sais que c'est des concepts qu'on voit de plus en plus apparaître dans les grands médias, qui rebutent beaucoup de gens parce que les gens ne les comprennent pas. Il y a ça dans le livre, entre autres. On peut en parler peut-être... C'est la lunette du livre. Voilà. Oui. Donc, mais il n'y a pas juste ça. Non. Parce qu'il y a une réflexion, évidemment, sur c'est quoi le Québec aujourd'hui, comment on se sent quand on n'est pas né ici depuis 8-9 générations. Le déclic, en fait, pour faire ce livre-là, ça a été quoi? Bien... Dans le fond, c'est un peu mon bagage, mon parcours Tantôt, personnel. Vous avez dit que vous êtes militante, on peut le dire, au Parti québécois? J'étais employée au Parti québécois. Okay. Donc, j'étais pas militante. J'avais été un petit peu militante. Il faut quand même, j'imagine, croire un peu aux idées du Parti québécois pour travailler au Parti québécois. Mais des fois, on les regarde aller, on se demande s'ils croient tous. Mais bon. Des fois, on ne le sait pas. J'avais été un petit peu militante, mais pas tant que ça. Ouais. Ça faisait même pas 2 ans, je pense, que je militais les années 80. On parle des années 90 pour la souveraineté du Québec. Et donc, j'étais à l'Université de Montréal. Dans les associations étudiantes? Dans les associations... disons plutôt dans l'association de journalisme étudiant, parce que les associations étudiantes à l'époque étaient plutôt très masculines. Oui, et très blanches. Ce qu'on apprend, on apprend. On s'en doutait un peu, mais quand n'y rentraient pas qui voulaient, ou même si je connaissais presque tous ces chers collègues universitaires qui ont d'ailleurs presque tous occupé un poste à un moment donné ou un autre, qui en occupent encore aujourd'hui au sein des différents gouvernements du Québec. Donc moi, j'étais plus partie de l'équipe un peu qui montait la contestation. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. C'est peut-être un peu plus jeune que vous. Quand même assez vieux. Non, je voulais dire le contraire, plus vieux que vous. Oui. Et c'était l'année où le Continuum a cessé d'exister pour devenir le quartier libre. Et puis donc, il y avait... moi, j'étais déjà quartier libre quand j'étais là. C'est ça. Oui. Et donc, moi, j'étais de l'équipe qui a foutu un peu le chaos, disons, pour sortir du Continuum, aller vers l'affranchi. Oui. Et finalement, il y a eu le quartier libre. Mais vous parliez tantôt, vous avez été employé au Parti québécois, entre autres dans le cabinet de Serge Ménard. Oui, c'était ma première vraie job. Et il y a eu un déclic. J'avais 24 ans. Et vous dites dans le livre que c'est là que vous êtes devenue féministe. Oui, absolument. Pourquoi? Alors, à l'époque, c'était pas du tout sexy d'être féministe. On était quand même... On parle de quelles années? 80... On parle du début des années 90, même si on avait vécu le choc de Polytechnique. Oui. Mais c'était encore sujet à débat, notamment en sciences politiques, où nous avions beaucoup de collègues masculins qui continuaient à dire que, bon, c'était un fou, c'était quelqu'un qui avait des problèmes de santé mentale et qu'il ne fallait pas du tout attribuer ça aux hommes en général, ni à la condition masculine, si on peut l'appeler ainsi. Et donc, moi-même, ma mère s'est toujours dit féministe aussi. Oui. Mais à cette époque-là, c'était pas très sexy, c'était un peu tabou. On voulait pas rentrer en confrontation avec nos collègues. On est souvent en confrontation quand on est dans une position située minoritaire parfois, et on n'a pas toujours le goût de rentrer dans le débat. Et donc, on fait comme tout le monde. Puis tout le monde, les filles à l'époque, c'est fini, ça, le féministe, là. On n'en a plus besoin. Mais ça vous a pas arrêté, visiblement. On n'en a plus besoin. Parce que vous le dites dans le cabinet de Serge Ménard, c'est le déclic, vous êtes devenu féministe. Oui. Ben, au fait, je l'ai toujours été. C'est juste que c'était bien caché. Oui.
C'était bien caché parce que c'était pas dans le discours ambiant. Donc, 24 ans, je me rends au cabinet de Serge Ménard. La première question, c'est « Mais comment tu te rends là? » Parce que c'était très rare, d'abord, de voir des jeunes filles de mon âge qui venaient du bas fond de Côte-des-Neiges, disons-le. Moi, j'ai été élevée sur le coin de la rue Barclay, le mieux. C'est vraiment mon bled. C'est mon bled, de parents portugais. Puis, j'ai été dans une école privée qui s'appelle le Collège Stanislas. Donc, vous comprenez que je nageais entre la contradiction, les classes sociales et la racialisation sociétale aussi. Et donc, je témoignais de tout ça. Je me rends au cabinet de Serge Ménard parce que je suis en train de finir mon bac en Sciences Po. J'ai ma tante qui travaille à la Ville de Montréal, à peu près la seule personne de toute ma famille qui a été éduquée et qui s'est rendue au sein d'une institution. Et elle a su que M. Ménard cherchait de façon volontaire une jeune, une femme et quelqu'un issu de l'immigration ou racisé. Et donc, c'est ce qu'on appelle une politique d'affirmation. Là, je pense en anglais. D'intégration, en fait, de diversité? Oui, mais c'est aussi volontaire. Hein? C'est comme quand on parle de quotas, ça c'est une autre chose, mais il y a aussi les politiques d'accès à l'emploi qui sont un peu le reflet de ce qu'aux États-Unis s'appelle affirmative action. Et donc, c'est comme ça que je me rends au bureau de Serge Ménard et qu'il m'embauche parce qu'il avait des problèmes avec la police. Et les gens racisés. Ah oui, il avait été avocat pour un policier qui avait abattu un jeune... Anthony Griffin. Afrodescendant. On dit aujourd'hui afrodescendant. Dans le fond, c'est parce qu'au début du livre, moi, ça m'a vraiment, pas surpris, mais je m'en suis rendu compte parce que les années s'accumulent. Mais vous dites, dans Côte-des-Neiges, j'étais blanche, à Outremont, fille d'ouvrier portugais, à Québec, une immigrante. Et là, après ça, vous dénombrez la panoplie de thèmes qui ont été mis de l'avant pour qualifier ceux qui ne sont pas de souche francophone, anglophone, parce que je veux qu'on vienne à ça, parce que le livre tourne autour de ça. Donc, il y a eu néo-québécoise, membre d'une communauté culturelle, québécoise issue d'immigration, personne appartenant à une minorité ethnoculturelle, minorité visible. Et je trouve que ça dénote un peu, je pense, le problème encore qu'on a aujourd'hui avec ça. Et là, je me tourne vers Inès Talby parce que vous avez lu le livre. En fait, je vous ai suggéré de le lire et vous êtes garoché dessus et ça vous a interpellé beaucoup, je pense. Oui, puis justement, le passage où il y a toute cette liste de noms-là qui a été changée... ça m'a comme fait rire un peu parce qu'il y a quelque chose de très absurde dans cette espèce de jonglage qui semble exister depuis plusieurs années dans comment on les nomme sans trop les choquer, mais pour qu'on comprenne. Puis ça m'a vraiment... puis je me suis sentie aussi moins seule dans cette espèce de point d'interrogation énorme que j'ai de... Qui suis-je? Comment on me situe ici? Et en tant que féministe, j'ai vu à quel point c'est vrai on tombe en deuxième, troisième catégorie à partir du moment qu'on déteint quelque chose qui n'est pas... Et là, oui, ça, c'est bien que vous ouvriez la porte, Inès, parce que c'est très présent dans le livre. Dans le fond, c'est l'étincelle de départ. C'est que y a un malaise. En fait, vous avez... Et les 10 femmes qui parlent le constatent, ce malaise-là, dans le mouvement féministe. Évidemment, moi, je peux pas... on n'est pas conscient de ça parce qu'on milite pas dans les mouvements féministes, mais donc la majorité blanche qui impose, dans le fond, sa vision du féminisme. Et là, on a un point où... Et là, il y a le concept d'intersectionnalité qui apparaît et là, qui met, dans le fond, un concept sur des malaises qui étaient là depuis longtemps. Oui, dans le fond, quand je vais situer vraiment les deuxièmes générations pour que les gens comprennent d'abord qu'est-ce que moi j'ai défini comme deuxième génération, parce qu'après ça, vous regardez un peu la littérature académique là-dessus, puis il y a toutes sortes de définitions. Dans mon cas, j'ai défini les deuxièmes générations comme étant d'abord des enfants d'immigrants. Ils sont nés ici ou ils sont arrivés très tôt. L'essentiel pour moi, c'était qu'ils aient un parcours scolaire francophone. Donc, ils ont fait un bon bout du primaire, le secondaire, le cégep, l'université. La plupart des filles ont fait tout ce parcours-là. Ensuite, c'est des filles qui sont dans le réseau francophone. Je ne suis pas allée interviewer des filles
dans l'autre solitude, qui est la solitude anglophone, où il y a aussi des filles de deuxième génération issues de l'immigration, sinon plus, à cause de l'histoire du Québec spécifiquement. Et donc, ce sont ces filles-là que je dis issues de l'immigration, parce que nous ne sommes pas des immigrantes. Hein? Moi, je n'ai jamais immigré. J'ai jamais pris un bateau. J'ai pas eu un autre passeport que le passeport canadien. Et donc, je juge que je ne suis pas une immigrante. Tu t'es pas déracinée de quelque part pour recommencer ailleurs. Voilà. Et j'ai pas fait le choix non plus. Voilà. Mais c'est le cas. Il y a des deuxième générations qui vont dire qu'ils sont des immigrants. C'est le cas de mon propre frère. Il va dire qu'il est immigrant. Moi, ça me rend dingue. Mais lui... Donc, il se sent pas... Parce qu'il inclus dans le grand tout québécois. Il ne s'est jamais senti inclus dans le grand tout. Et les témoignages, c'est ça qui est fantastique dans ce livre-là, c'est que c'est riche d'enseignements parce que les témoignages sont très variés. Bon, ce sont toutes des femmes qui sont impliquées dans leur communauté. Et même au niveau social, là, c'est des journalistes, c'est des... Ils sont tous sous le couvert d'anonymat, évidemment. Puis ça vous a permis aussi... Ça m'a dérangé. Ah oui? Parce que j'avais le goût... Mais ça m'a dérangé. Je comprends tout à fait. Mais j'avais le goût, après, moi, d'aller voir c'est qui ces gens-là, leur parcours. Ça m'intrigue énormément. Fait que je vais probablement mettre beaucoup d'alcool dans le verre de Rosa et trouver tous les noms. Parce qu'en lisant le livre, c'est qu'on se rend compte de la complexité de se sentir québécoise ou pas, ou canadienne, ou se sentir attaché à sa communauté d'origine. Il y a des défis aussi, parce que si on se détache de sa communauté d'origine, ces personnes-là se le font... Il y a un poids aussi à rejoindre la majorité. Et c'est toute cette richesse-là, cette complexité-là, moi, en tout cas, je ne suspectais pas. J'invite les gens à lire ce livre-là. Vous parlez beaucoup, évidemment, de politique, parce qu'il y a eu des grands chocs aussi qui ont marqué la vie de... Je vous vois venir. Oui. Premier grand choc, 1995. Oui. Référendum, déclaration de Jacques Parizeau. On en a parlé la semaine dernière avec Frédéric Bastien, qui disait que des gens au Parti libéral du Canada disaient que c'était vrai, dans le fond, que M. Parizeau avait raison. Ça a été quand même une déclaration qui a fait des ravages. Là. Oui, et ça a laissé beaucoup de personnes dans le silence pendant plusieurs années. Moi, Vous étiez aux Premières Loges? J'étais aux Premières Loges. Donc, j'étais attachée politique de Serge Ménard et je quitte le cabinet pour aller travailler au comité du oui, qui s'appelait le comité ethno-culturel pour le oui. Il y avait quand même une sensibilité dans le comité du oui de parler aux communautés culturelles. Mais c'était ça notre job. Nous, on était là pour faire ça. Vous parlez souvent de Gérald Godin. J'ai pensé encore à vous, Inès Talby, parce que vous avez monté le spectacle de La Renarde. Pauline Julien. Et Gérald Godin était quelqu'un qui était très proactif, très sensible. Et en fait, vous en parlez, bon, il y a le premier choc, je vais y revenir, mais il y a le deuxième choc, c'est 2007, où vous sentez un changement au Parti québécois, c'est-à-dire que c'est les années André Boisclair. Oui. Financièrement, ça va moins bien, fait que là, on abandonne les comités. Je suis aussi aux Premières Loges. Oui, tout à fait. À la permanence du parti. Et là, il y a certains comités qui sont abandonnés faute de fonds. Et celui sur les migrants, en tout cas, c'est ce qui est dit dans le livre, là, vous semblez apporter des nuances. Non, mais c'est clair, c'est clair. À chaque fois qu'on manque de fonds, il faut réfléchir, c'est qui s'en va en premier. D'habitude, c'est les dernières arrivées. Puis les dernières arrivées, structurellement, si on regarde historiquement, d'abord, c'est les gens issus de l'immigration. Puis, donc, vraiment les immigrants, les réfugiés. Et ensuite, c'est les femmes. Parce qu'on est rentré sur le marché de travail sur le tard. Alors, quand il y a des coupures gouvernementales... Quand l'argent manque. Que l'argent manque, c'est les premières personnes qui en souffrent, c'est toujours ces personnes-là. Mais au-delà des fonds, c'est que vous sentez, et c'est dit dans le livre, que après 95, après le ressentiment peut-être que des souverainistes ont eu envers les immigrants, c'est qu'on s'y intéresse, on se désintéresse en fait de cette question-là. Oui, on se désintéresse parce que les chiffres nous donnent pas ce qu'on voudrait qu'ils nous donnent. Et donc, en politique, malheureusement, peu importe notre couleur, des fois c'est une question de chiffres. Et quand ça devient une question de chiffres, on fait une politique
qui a pas d'humanité, qui est déshumanisante, si je peux dire. Et ce qui est étonnant dans la lecture des témoignages, c'est que les femmes qui l'ont vécu ne sont pas toutes en colère envers le mouvement souverainiste. En tout cas, là-dedans, moi, j'ai senti ça. Il y en a qui essaient de comprendre. Il y en a qui... C'est extrêmement nuancé. Puis moi, je trouve que c'est la grande qualité de ce livre-là. C'est que tout est nuancé là-dedans. On n'est pas dans le militantisme non plus. On n'est pas... Bon, et j'avoue que j'avais des appréhensions quand j'avais lu l'entrevue dans Le Devoir. Mais je revenais à 2007. Oui, parce que je suis pas vraiment nostalgique. Non, ben j'imagine. Non, c'est ça. Mais 2007, c'est qu'on parle aussi d'une année charnière parce qu'il y a un virage idéologique au Parti québécois. C'est-à-dire c'est l'approche néoconservatrice qui est développée avec les idées de Jacques Beauchemin, entre autres, que quelqu'un qu'on connaît pas, le grand public ne connaît peut-être pas, que je connais pas beaucoup non plus. J'entends son nom circuler. Professeur. Oui, de sociologie. Ancien marxiste-léniniste. Oui, moi, je veux pas trop lui faire de publicité, si tu me permets. Bon, mais c'est quand même la personne qui a décidé de faire un virage identitaire. Absolument, c'est un des premiers conseillers de Pauline Marois quand elle prend le pouvoir. Et là, donc, le virage identitaire se fait à partir de 2007. À peu près. Il était déjà en train de... Il y a toujours eu ces deux factions au Parti québécois à l'époque. Aujourd'hui, je pense qu'il y en a une qui est en complet déficit, mais il y a eu toujours ces deux factions, qui est la faction la plus républicaine, la plus jacobine, et cette faction qui est plus interculturaliste, plus tournée vers le pluralisme et la multination, si je peux le dire ainsi. Et se sont toujours chicanés, mais l'autre n'était pas très verbale. Ouais. La faction jacobine, elle n'avait pas beaucoup d'écho. Si j'ose dire, elle n'a même pas eu beaucoup d'écho dans la construction du Parti québécois dans les années 80. Elle en a eu peut-être avant, un peu plus. Mais tout ça s'est construit autour de ce que moi j'appelle le complexe de l'oppresseur opprimé, qui est développé, qui est notre complexe québécois, et je m'inclus là-dedans. Qui est ce titre qui est significatif, qui est Nègre blanc d'Amérique, qui est le titre d'un livre écrit donc par un de nos auteurs, qui est Pierre Vallière. Qui a marqué une génération de militants. Le nationalisme québécois à l'époque s'est construit autour des mouvements décoloniaux, donc des mouvements en Afrique qui veulent sortir du colonialisme. Pierre Vallière avait même comme ami, là je cherche son nom, Michael, ça va me revenir, qui était dans les Black Panthers. Oui, c'est vrai. Michael Carmel. Je me rappelle pas de... En tout cas, je me rappelle pas du nom, mais je me rappelle... Mais c'était un des grands leaders des Black Panthers. Il avait fait de la prison avec lui. Oui. Et donc, il a beaucoup d'échanges et réfléchit sur la condition de ce qu'est qu'être noir, de ce qu'est qu'être nègre, et commence à dresser des parallèles entre cette condition et la condition des Canadiens français, québécois. Qui sont pas encore québécois à l'époque, mais des Canadiens français. Et donc, de là lui sort ce titre. Mais et tout ça se construit, mais il y a aussi une espèce de petite solidarité qui se construit avec les immigrants, avec les personnes racisées. Mais c'est un peu léger. On les oublie un peu dans tout ça. Puis on oublie que dans la vie de tous les jours, dans les shops, dans les manufactures, les personnes de souche ont plus de pouvoir que les personnes immigrantes. Et là où on peut mettre le doigt sur le plus grand oppresseur qui, à l'époque, est le Canada anglais, et donc, c'est qu'il s'arrange pour diviser la tarte. Et donc, une classe majoritaire canadienne-française qui souffre, à l'époque, effectivement, de toutes sortes de conditions et d'une espèce de classicisme, parce que c'est ça que les Canadiens vont vivre. C'est presque une racialisation de la classe. Et donc, c'est pour ça qu'il reprend le thème nègre. Mais il oublie qu'il y a des nègres ici, déjà. Il oublie dans le fond, vous êtes en train de dire que la gauche québécoise, à cette époque-là, a un petit peu instrumentalisé le combat réel, sans dire qu'il n'y avait pas de... Parce que c'est ça, c'est complexe, c'est qu'il y a réellement eu d'oppression. Elle l'a instrumentalisé,
Et elle a instrumentalisé les femmes aussi. Oui. Au même temps qu'elle a instrumentalisé l'immigration, elle a aussi instrumentalisé les femmes. Mais tout ça d'une façon inconsciente. Ben, est-ce qu'on peut dire ça ou c'est quand on est dans des relations de pouvoir, c'est clair que je sais. Est-ce qu'elles sont inconscientes? Ben, je pense que c'est à nous comme citoyens et comme personnes de justement d'être conscients des relations de pouvoir que juste notre petite personne exerce autour de nous, et ensuite de regarder ça de façon plus macro. Parce que j'ai l'impression, puis là, le temps file quand même, on est en balado, on peut pas terminer demain, mais j'ai l'impression que cette notion-là que le Québec... Puis là, je dis pas qu'il faut absolument devenir un pays. Il y a des gens qui ne partagent pas cette idée-là. Mais j'ai l'impression que ce flou-là entre, oui, une province, Serge lève la main, mais le fait qu'on n'a pas réglé cette question-là, parce que le Québec n'est pas indépendant, mais on n'est pas des fédéralistes farouches là, au Québec. J'ai l'impression que cette question-là, ce flottement-là, influe sur plein d'autres façons d'aborder l'immigration, d'aborder les rapports de genre, d'aborder les rapports de classe. Puis ça transparaît beaucoup dans le livre, parce qu'il y en a qui se sentent québécoises, il y en a qui se sentent canadiennes. Le multiculturalisme aussi a fait quand même son chemin, a colonisé un peu les esprits, et j'ai l'impression, en fait... Il faut qu'on sache de quoi on parle aussi quand on parle de multiculturalisme. Oui, tout à fait. Mais j'ai l'impression que tout ça est trop diffus, puis on le voit dans le débat avec la loi 21, la laïcité. Comment vous pensez qu'on va sortir de ça? Comment on peut aller au-delà de tout ça? De ce flou-là, en fait? Ben, ma nostalgie, elle est plutôt dans le fait qu'on régresse. Ouais. J'ai l'impression que politiquement, historiquement, on régresse au moins de 50 ans presque. Ah ouais, hein? C'était loin d'être parfait au Parti québécois à l'époque. C'était loin. Il y avait encore, à mon avis, qui suis de gauche, beaucoup d'enjeux néolibéraux qui n'ont jamais été confrontés dans ce parti qui a quand même été créé par des militants de gauche. Oui. Mais on a tout déconstruit. On a tout déconstruit parce que les gens connaissent pas l'histoire. C'est ça, vous avez tellement raison. Là. Mais attendez, quelle histoire les gens connaissent? Ouais. Mais là... Pour moi, ça, c'est extrêmement important. Donc, il faut la réécrire. Absolument. Oui. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Parce qu'il y a des voix qui ont été là dans le mouvement souverainiste, des voix très diversifiées. J'ai appris aussi que dernièrement, même dans les patriotes, il y avait des gens qui venaient un peu de partout, et même des anglophones. Et c'est comme si nous, on effaçait toute cette contribution-là, on l'invisibilisait complètement, puis là, ben, on remet à la soupe du jour notre bon nous, Canadiens, Français, menacés de disparition, et puis on fait de l'argent, puis beaucoup de piastres avec ça. Puis on n'est pas en train d'éduquer, ni de créer de la cohésion sociale. Moi, je trouve que ça fait vraiment un lien avec ce qu'on parlait tout à l'heure avec Hélène. On n'en parle pas de notre histoire. On n'en parle pas. Donc, moi, je rencontre des jeunes de 14-15 ans, ils n'ont aucune idée c'est quoi être Québécois. Oui. Ils ne savent pas c'est qui Godin, ils ne savent pas c'est qui Pauline, ils ne savent pas c'est qui Labrèche, ils n'ont aucune idée c'est quoi. Mais c'est parce qu'ils ne se retrouvent pas, eux non plus, dans cette histoire. Oui. Alors, si les gens savaient qui était Godin, mais aussi... qui était Amir Kadir, qui était Dominique Olivier, qui était Léonard Cohen. Léonard Cohen, je pense qu'on commence à savoir pas mal. Oui, lui, on le sait. Je pense qu'on peut faire une petite pause de Léonard Cohen, sincèrement. J'ai peur de voir quand il va décéder, M. Cohen. On va en parler beaucoup. Ah, mon Dieu. Rosa Pérez, merci. J'espère que j'ai donné le goût aux gens. Je suis pas sûr parce que l'entrevue était touffue un peu, mais c'est un livre vraiment fascinant. Ne sommes-nous pas québécoises? Merci beaucoup d'être venu nous en parler. J'espère que les gens vont lire ce livre. Et je merci vraiment beaucoup. Je voulais vraiment qu'on en parle intelligemment. C'était ça, mais j'espère qu'on a réussi. Inès, on vous a entendu, mais on va continuer à vous entendre pour votre chronique. Qu'est-ce que vous nous préparez? J'ai l'impression qu'on va rester un petit peu dans le féminisme, Inès. Ben, la femme. La femme? Ouais. OK. Ben, c'est ça. En cette douce journée, j'ai envie de parler, non pas d'actualité dans le sens histoire précise, mais plutôt d'un sujet qu'on presse de tous bords et tous côtés, la femme. Ah, la femme. On aime ça parler de la femme. La femme habillée, nue, enceinte, pas enceinte, qui veut des enfants, qui en veut pas là, mais peut-être qu'un jour, qui veut une carrière, qui en veut pas, qui veut rester à la maison. La femme. Son ventre, ses rêves, ses décisions appartiennent à tous.
Ça me fascine, donc j'ai décidé d'en parler, moi aussi. Je me suis dit que comme notre matrice était si intensément sacrée pour vous, chers amis, pourquoi pas nous la couronner de cadeaux, de douceur et de fierté? Puis je suis pas ici pour faire ma féministe fâchée qui hurle son fiel parce qu'elle s'est pas faite assez fourrer. Voyons. Non, je vous rassure, je ne suis pas fâchée et ma fréquence de fournicage se passe à merveille. Donc c'est avec sourire et mon amour pour les hommes et pour les femmes que je me commets ici. Des fois, il y a des débuts de discussion de société, puis là tu te dis « Waouh, enfin! » Tu sais, le débat de la gratuité des produits hygiéniques, là, oui. Passé comme un coup de vent. Un petit spot allumé pas trop longtemps. Question qu'on pense que le gouvernement pense un peu à penser à nous. Donc, armée de ma pelle imaginaire, je vais juste un peu déterrer ce sujet. Frédéric, connaissez-vous ça, les produits hygiéniques? En général ou spécifiquement féminin? Tu sais? Hygiénique, oui. Nommez-moi-en un. La crème à raser. On va aller plus au niveau de l'utérus et des ovaires. Le tampon? Oui, voilà. Le tampon qu'on donne en dessous de la table pour pas choquer les yeux purs de la société. Ou les serviettes demandées en cachette et à demi-mot dans l'oreille d'une complice. Oui, Frédéric, en 2019, les menstruations sont encore tabous. Et ça semble être état d'impureté. Le sang, c'est chill quand c'est des guns puis des coups de pied qui les génèrent, mais quand ça sort de son vajayjay, c'est burk. Le tiers de mon existence est burk. Ah oui? D'ailleurs, parlant de 2019, savez-vous que cette semaine, on a battu un record de température? Non? Oui. Il n'y avait pas fait froid, aussi froid depuis 1964. Fou de même. 1964, je trouve que l'ambiance politique et la météo sont en symbiose quand même. Cette année, 16 États américains ont réformé leur législation sur l'avortement, puis on est seulement en juin. Et des lois restrictives ont été adoptées dans pas moins de 28 États sur 50. Ça, c'est plus que la moitié. Ça me donne des frissons dans le dos de voir le combat de nos grands-mères se faire crisser une volée de « on recule, on n'avance pas ». Qu'est-ce qui s'est passé? Ta grand-mère, elle a dit ça, Inès? Oui, ma grand-mère était bien heureuse de tous ces grands changements. Elle habitait ici aussi. Mais c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'une Diane Dufresne vêtue de peinture avec la poitrine qui crie liberté, puis qu'on est passé à une époque qui se choque quand une députée assume pleinement son velu de gousset, ouch, ouch, arc, mais surtout et encore, burk. Les dames vivent dans le burk souvent. On a été élevés pour ne pas faire honte et ne pas la porter. La honte d'être une mère exténuée, la honte d'aimer les filles, la honte de vouloir exceller. On s'attend des femmes qu'elles existent comme de la porcelaine non cassable. On la veut propre et droite, mais sans être méprisante. On la veut Safia Nolin du cœur, Marie-Mé du corps et Céline Galipeau de la tête. On veut la femme, on la veut, on la commande, on la mansplain et on espère qu'elle fermera sa belle petite bouche délicate. Mais malheureusement, la femme obéit d'une façon assez spectaculaire. Comme par exemple, elle accouche couchée. Pourquoi couchée? Ça, c'est vrai. Parce que c'est comme ça. Sauf les quelques marginales qui doivent se tenir au tam-tam les dimanches puis qui votent QS. La femme, en général, elle se pose pas de questions. Elle s'étend de tout son corps qui porte la vie à l'horizontale, la foufoune au grand jour, prête à s'expulser la création humaine. C'est beau, hein? Mais reste que c'est contre-intuitif d'accoucher couché. Je veux dire, mettons le rapide de même, la gravité, non? Les autres animaux, mammifères, ils accouchent à 4 pattes, à côté sur un arbre, debout, mais pas couché. Fait que là... À côté sur un arbre? Oui. Non, comme bon, là, il y a du visuel, c'est la plus-value de venir à la taverne. Oui. C'est, tu sais, se tenir au tronc. On va mettre le visuel sur... Mais ma grand-mère a accouché comme ça, c'est même pas une blague. Voilà. Eh ben... Donc là, je suis allée fouiller, bien excitée de comprendre, sur la grande toile de l'intranet, et j'ai trouvé quelques explications et légendes très intéressantes. Ma préférée, ça fut celle qui prétend que Louis XIV aurait voulu être public de l'accouchement de son enfant. Tel le roi soleil qu'il était, il aurait demandé à François Morisseau, le médecin de la cour, de coucher sa loulou de la Vallière pour pouvoir assister à ce miracle.
Lui, bien assis sur son pouf de médecin, sur son pouf de mégalomane, Morisseau sur son pouf de médecin, et la petite Loulou bien écartée pour le confort des autres. Là, les bonhommes étaient contents, comprends-tu? C'était bien plus cher pour eux. Simple, efficace, reposant. Morisseau, fou comme de la merde, il est parti écrire un livre là-dessus, a informé ses collègues et se fut rapidement approuvé comme position prioritaire par les médecins. Et 356 ans plus tard, nous voilà-tu pas encore couchés? De belles gentilles dames, tu sais. Ce qui est dommage, c'est que cette façon d'expulser nos marmots est remplie de désavantages pour les femmes qui viennent de passer 270 jours dans un corps qui se métamorphose en rétention d'eau et qui se fait toucher et conseiller à tout vent par des inconnus qui, soudainement, se considèrent comme des maîtres du vêlage. Hey, madame, je te connais pas, mais j'ai besoin de te dire que tu devrais pas manger ta carbonara parce que le fœtus que tu portes, il nous appartient à tous. Puis j'ai lu dans un blog une fois que c'était pas bon les carbonara, fait qu'arrête de manger, madame. Voici quelques exemples de dangers de l'accouchement en décubitus dorsal. Décubitus dorsal, ça c'est le coucher. Oui. Donc, absence de mobilité de la femme durant le travail qui rend la progression du bébé dans le bassin plus laborieuse, lol. Coccyx qui remonte et limite la progression du bébé. Le bébé doit monter pour parvenir à sortir. Fuck la gravité. Et risque de déchirure augmentée. Too bad, ma grosse. Bref. Sachez maintenant, mesdames, que c'est pas pour vous que vous déchirez de bord en bord après votre prodigieux effort, mais bien pour les autres. Je dis ça, je dis rien, vous en faites ce que vous voulez bien. Merci beaucoup. Non. J'ai trouvé ça intéressant parce que j'ai quand même été ambulancier pendant 16 ans, puis j'ai déjà couché des bébés. J'ai jamais pensé à ça. Voilà. C'est vrai, c'est même, c'est enseigné, puis j'ai jamais pensé à la gravité. Mais non, là, mais dans l'ambulance, je te dis que ça serait peut-être pas autre qu'être couché, là, ça serait peut-être pas commode. Là, mais tu sais, moi, je me suis demandé pourquoi il y avait juste pas une option de positionne-toi comme tu le sens, ça devrait être instinctif. Mais là, il y a plein de femmes médecins, là, de plus en plus. J'imagine que ça va changer la culture parce que... Ben ça change de plus en plus. Après, tu sais, ces femmes-là, ils doivent se battre avec toute leur gang de directeurs, de recteurs, qui veulent pas que ça change tant que ça parce que c'est quand même agréable. Ça rend leur travail plutôt agréable, j'imagine. Et là. Jasmine Legendre, je suis un peu fâché parce que vous allez m'apprendre que je me suis fait prendre cette semaine. Ben oui, on s'en est parlé un peu plus tôt cette semaine. Sur les médias sociaux. Et pourtant, je fais attention. Et je pense pas être le seul qui s'est fait prendre. Ben non, en fait, tous les médias se sont fait prendre cette semaine, les médias québécois aussi, parce qu'on a tous cru à l'histoire selon laquelle une adolescente de 17 ans des Pays-Bas aurait été euthanasiée en raison de ses problèmes psychologiques qui auraient été invivables. Il y a des gens qui ricanent dans la salle. Ils se sont pas fait prendre, visiblement. Mais je nous remets en contexte. L'adolescente qui s'appelle Noah Potoven, je sais pas si je le prononce correct, mais juste une fois. On mettra la bonne prononciation sur la page Facebook. Elle avait subi une agression sexuelle alors qu'elle était tout juste âgée de 11 ans. En fait, plusieurs qu'elle disait. Oui, c'est ça. 3 ans plus tard, elle en a vécu 2 autres viols par 2 hommes en même temps. Donc, tu sais, elle avait été quand même assez traumatisée, avec raison, par ses actes inhumains. Puis elle avait développé des problèmes dépressifs et d'alimentation. Donc, elle avait fait paraître un livre l'an dernier, qui était un livre autobiographique, qui s'appelait « Gagner ou apprendre », dans lequel elle expliquait son combat quotidien pour vivre avec un choc post-traumatique. Dans le livre, elle disait vouloir mettre fin à ses jours presque à toutes les semaines, puis qu'elle avait demandé l'euthanasie, mais qui lui avait été refusée à l'époque. En fait, l'euthanasie est légale aux Pays-Bas pour les mineurs, mais un patient qui est entre 12 et 16 ans doit demander le consentement de ses parents, puis de celui d'un autre médecin en dehors de la clinique. Fou. En fait, moi, c'est pour ça que je croyais à ça, c'est que je savais que les Pays-Bas étaient en avance, entre guillemets, où on peut déterminer si c'est en avance de permettre l'euthanasie pour tout le monde. Mais c'est incroyable quand même que entre 12 et 16 ans, on peut se faire euthanasier. Oui, pour des problèmes normalement qui sont incurables. Maladie lourde. Exactement, qui rendent la vie invivable du patient. Mais ça, c'est si le parent décide, oui, vous avez le droit. Si le parent donne pas son accord, comme c'était le cas pour l'adolescente de 17 ans, ben on va lui refuser de se faire euthanasier. Puis là, c'est là que l'information devient erronée, parce que Noah, comme plusieurs autres adolescents de son âge, était présente assez sur Instagram, était suivie par 9000 personnes. Puis, il y a quelques jours, elle avait donc publié le message
message suivant que je vous cite. « Dans les 10 prochains jours, je vais mourir. Cela fait un moment que je cesse de manger et de boire. Après de nombreuses discussions, il a été décidé de me laisser partir parce que ma vie est insupportable. » Et c'est sur le mot « décider » que tous les médias se sont accrochés puis qu'ils ont parlé d'euthanasie. Ça a fait le tour du monde, tous les médias en ont parlé, même nous, avec Richard Martineau, qui a dédié sa fameuse chronique « Réveillez-vous ». Mais il s'avère que cette histoire-là est fausse, comme je vous l'ai appris un peu plus tôt cette semaine. Donc, en fait, la réalité, c'est qu'elle est, oui, morte à son domicile. Ah, OK, c'est quand même... je me suis pas fait avoir tant que ça, là. Il y a des nuances, Dans son lit d'hôpital, parce qu'elle était gravement malade, comme je le disais, elle se laissait mourir, mais recevait des soins palliatifs jusqu'à la fin de sa vie. Elle mangeait plus, elle buvait plus, puis elle refusait la médication qui lui était prescrite. Puis là où l'histoire fait encore sourciller quelques personnes, c'est que sa mort était planifiée avec la coopération de ses parents, mais les autorités locales étaient aussi au courant. Par contre, c'était pas une euthanasie, on n'avait pas injecté un liquide. Puis c'est finalement la journaliste du Politico Europe, qui s'appelle Naomi O'Leary, qui a démenti la nouvelle en vérifiant, écoutez bien, auprès de la clinique qui aurait fait l'euthanasie. Donc, elle est allée à la source. Un petit appel de 10 minutes là, que d'autres journalistes auraient pu faire, mais qui ne s'étaient pas rendus jusque-là. Bref, tout ça me posait la question, pourquoi on croit aux fausses nouvelles? Puis au même moment où je me posais cette question-là, le nouveau département de fausses nouvelles de Radio-Canada, les décrypteurs, ont sorti un dossier qui expliquait que le coupable, c'était notre cerveau. Donc, on peut se déculpabiliser un peu. Phew. La première explication, c'est celle qu'on veut croire ce qu'on pense déjà. On appelle ça le biais de confirmation, parce que notre cerveau va sécréter de la dopamine, des hormones du bonheur, quand on confirme par une autre source qu'on le croit déjà. Fait que là, dans le cas qui nous intéresse, on sait que l'euthanasie est une idée qui n'est pas partagée de tout le monde. Ça soulève le débat. Le cas de l'aide médicale à mourir ici au Québec, c'est le meilleur exemple. Les gens qui auraient vu passer cette première information erronée comme quoi qu'elle s'était faite euthanasier, ça leur donnait juste du jus pour dénoncer ça puis conforter leurs valeurs. La deuxième explication de décrypteur, c'est qu'on cherche à préserver notre identité. En d'autres mots, on n'est pas vraiment capable de dire qu'on a tort. Donc, quand quelqu'un nous arrive avec une information inverse, mais ça vient renforcer notre opinion. La journaliste qui a démenti la rumeur de l'euthanasie explique avoir remarqué 2 réactions de la part du public. La première, certaines personnes disaient que les médias tentaient de camoufler la vérité, puis que c'était une euthanasie déguisée, puis ils ont propagé d'autres cas d'aide médicale à mourir controversés qui s'étaient déjà produits ailleurs dans le monde. J'imagine qu'on n'est pas loin du complot que le gouvernement veut euthanasier les gens. Les jeunes en bas de 17 ans. Pour les remplacer par des reptiles. Exactement, ou des robots. Puis d'autres en ont profité pour dire à quel point les journalistes étaient incapables de faire leur job. Donc, c'est vraiment 2 réactions qui servent à ne pas admettre qu'on a eu tort parce qu'on est attaché à nos convictions puis qu'on veut pas remettre en question nos identités. D'ailleurs, il y a des chercheurs de l'Université de Californie du Sud qui ont observé le cerveau des gens qui lisaient des informations inverses à leurs croyances puis on voyait une forte activité dans les zones liées aux émotions négatives. Fait que quand on lit quelque chose qui est pas dans nos valeurs, ça rend pas notre cerveau heureux. La troisième raison qui explique qu'on croit aux fausses nouvelles... Mon cerveau est comme ça. Quand je dis Sophie Durocher, en fait, mes 2 hémisphères sont comme ça. C'est ça. Les miennes aussi. La troisième raison qui explique pourquoi on croit aux fausses nouvelles, c'est tout simplement parce qu'on est paresseux. Des chercheurs de l'université... vous êtes dur! Ben oui, je suis dure. En fait, l'article de Radio-Canada est dur. Des chercheurs de l'Université de Regina ont fait lire des articles dont certains étaient des fausses nouvelles à 3000 participants pour déterminer si l'actualité était vraie ou fausse. Puis les participants se fiaient à leur intuition. Donc, les gens regardent pas les sources, comme nous, quand on voit notre fil d'actualité Facebook, puis qu'on se fie aux grands titres sans regarder d'où provient l'article. Puis ça m'arrive même dans mes amis qui sont parfois journalistes, donc qui devraient débusquer les fausses nouvelles. Je vois des articles qui sont repartagés de 2014, hors contexte, en 2019, ou qui proviennent d'un blog complètement obscur. Ensuite, la 4e raison, c'est qu'on peut se méfier du danger. Dans le cas de l'euthanasie, plusieurs ont peur d'ouvrir le débat sur l'encadrement de l'aide médicale à mourir parce qu'on a peur des dérives. Puis là, je mets vraiment des guillemets parce qu'on les voit pas en ondes. Oui. Bref, on a peur qu'il y ait des situations comme permettre à une jeune fille de 17 ans de mettre fin à ses jours parce qu'elle a des détresses psychologiques arrive ici au Québec. C'est un débat qui est houleux sur lequel même les professionnels de la santé ne s'entendent pas encore. Puis elle pourrait être voilée en plus. Ça fait peur! Ça serait le comble. Alors, quand une nouvelle comme ça survient, on se garoche dessus en disant « Regardez comme il faut être prudent avec l'euthanasie, soyons plus vigilants, nous ».
Donc, les gens qui rédigent des fausses nouvelles savent que la peur alimente nos comportements. D'ailleurs, les nouvelles qui sont retweetées le plus souvent sont celles qui font peur, qui nous dégoûtent ou qui nous surprennent. C'est une petite recette facile à suivre là, pour ceux qui veulent volontairement propager de la fausse information. Par contre, je rappelle que dans le cas de la mort de l'adolescence, il s'agit d'une mauvaise traduction de l'anglais vers le néerlandais et non pas d'un geste volontaire. Mais l'effet de peur a été le même, donc ça s'est propagé vraiment rapidement. Bref, il y a plusieurs autres raisons qui peuvent expliquer notre tendance à se fier aux gros titres percutants des fausses nouvelles. Les décrypteurs en ont répertorié 10 au total, puis je vais pouvoir mettre le lien sur la page Facebook. On fait des blagues, on va les mettre, les liens. Ben oui. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on peut difficilement entraîner notre cerveau à réagir autrement, parce que même si on est conscient de nos biais cognitifs, après avoir écouté cette chronique-là, qui nous font croire aux fausses nouvelles, ben parce que dans la vie courante, ces biais-là, ben ils servent à nous protéger puis à nous permettre de réagir rapidement à des situations. Donc, souvent, c'est pour notre bien qu'on les a. Par contre, on a quand même une mini-solution. C'est en s'entourant de personnes qui ne partagent pas les mêmes opinions que nous, ça nous permet de développer notre humilité intellectuelle, comme l'explique Hugo Mercier, qui est un chercheur en sciences cognitives. Puis ça peut nous permettre d'avouer nos torts quand on se trompe et qu'on partage des fausses nouvelles. Puis aussi, peut-être qu'il faudrait garder 2-3 sources supplémentaires quand une information nous surprend. Ça pourrait nous permettre de valider ou d'infirmer l'information que l'on reçoit. Merci, Jasmine. Très informatif. Je me sens pas si mal de mettre ça. Non, c'est ça. En fait, c'est une amie avocate qui a partagé la nouvelle. Et à cause de ça, je pense que j'ai comme eu trop confiance. Il faut se méfier des avocats. Et ça, je le sais habituellement. Et là, j'étais un peu ramolli. C'était en fin de soirée, puis j'arrête. Mais cela dit, c'est drôle parce que ça me fait penser. Je suis en train de lire un essai de Michael Fossel, un auteur que je ne connaissais pas, qui est français, qui écrit un livre qui s'appelle 1938, qui a épluché tous les journaux en France en 1938 pour voir si on pouvait réunir certaines conditions pour... Est-ce que les gens voyaient arriver le populisme et le fascisme, entre autres, qui s'est installé avec le régime Pétain? Et il essaie de voir est-ce qu'on peut faire des comparatifs avec aujourd'hui. Et il s'est rendu compte que les fake news, les fausses nouvelles, en 1938, c'était une peur qui était discutée dans les médias. Donc, c'est pas nouveau. Oui. Cette idée de fausses nouvelles. Évidemment, les façons de la propager ne sont pas la même. Avec Internet, c'est beaucoup plus facile. Oui, exactement. C'est un outil de manipulation génial, en plus. Déjà à l'époque, on se soucie. Donc, c'est un problème qui perdure depuis longtemps. Merci, Jasmine, pour cette belle réflexion. Godefroy Lorando, on vous a pas entendu beaucoup à date. Vous êtes attentif? J'étais très attentif. Oui. Ben oui. Alors, vous nous parlez de quoi cette semaine, Godefroy? Ben, je vais commencer par faire vibrer un peu votre émotion, comme j'aime le faire. Et je vais vous citer un peu de poésie. Et je vous propose de deviner, en fait, de vous souvenir de quelle œuvre québécoise ça a été tiré. Okay. Il s'emmerde à l'école et se moque de tout. Ceux qui bougent, ceux qui pensent, ceux qui se pensent plus grands que lui. Alors il sent l'orage qui menace le ciel de sa vie. Il existe un trésor, une richesse qui dort dans le cœur des enfants. Ça y est, on y est. C'est sous le poids du silence et de l'indifférence. Ah non, on va arrêter de chanter, mais ça me rappelle un vrai souvenir. Ben voilà, par contre, c'était amusant quand même. Oui. Hein. Et tout ça pour vous dire que Michel Rivard a sorti cet album-là, Un trou dans les nuages, en 87. Et c'est étrange parce que, en 87, on écoutait cet album-là, on trouvait ça donc Excusez-moi, vous aviez un petit quiz. J'ai trouvé Rosa Pires, c'est Jean-Alfred, le premier député. Bravo! Voilà. Alors, j'ai répondu aux deux questions. Élu en 76, j'ai-tu le... Non, j'ai... Ah, non. Oui, origine haïtienne, mais j'ai pas la circonscription. Continuez. C'était la circonscription de Papineau, mais en Outaouais. Ah! Voilà. Allez-y, Godefroy. On n'aura pas besoin de mettre le lien sur... Trop souvent, le trésor reste caché. Je vais me ramener dans mon ambiance. Donc, son album est sorti en 87 et s'appelait Un trou dans les nuages. Ça avait connu un assez grand succès. Il y avait le trou dans l'ozone aussi à l'époque. C'était exactement ça, Fred. C'est là que je m'en allais. Vous le saviez-tu? Non. Vous le saviez-tu pas? Désolé. En 87, il y avait le protocole de Montréal qui était signé, qui était en fait le moment où on avait réussi à asseoir, si je ne me trompe pas, 24 pays ou une vingtaine de pays à Montréal pour établir un programme de lutte contre les CFC. Et ça peut sembler loufoque maintenant à nos amis milléniaux, mais à l'époque, on était très inquiets de la couche d'ozone qui semblait s'amenuiser. On savait depuis les années 70 pourquoi. C'est à cause des gaz qu'on appelait les chlorofluorocarbones. On les appelle plus comme ça? On les appelle plus comme ça. On les a enlevés de notre vie complètement. Ils ont été remplacés grâce au protocole de Montréal. Peut-être un peu grâce à Michel Rivard. Il y a peut-être un lien en parlant du trou dans les nuages. Il a peut-être ouvert la voie. La couche d'ozone était en fait un bouclier protecteur et l'est
encore et serait en train de se rétablir. Ah, bon! Quoique... Ça va pas si mal. Quoique, ça va mieux. C'est un dossier sur lequel la planète s'est prise en main. Et on a remplacé... Et les CFC, vous rappelez-vous dans quoi ils étaient? Dans les frigos. Dans les frigos, dans tout ce qui est appareil réfrigérant, on en parlait tantôt, mais aussi dans ce qu'on appelait à l'époque le push-push en cacane, pour reprendre des termes... Les bombes aérosols. Et voilà, et c'était les CFC. On l'utilise moins, ça. On l'utilise moins, mais rappelez-vous, pendant longtemps, c'était écrit sans CFC, et c'était pour ça. Et donc, moi, je l'utilise encore pour faire des graffitis la nuit. Là. Je me promène, je mets mes initiales un peu partout sur les camions. Vous faites pas vous écrivez sûrement pas CFC, parce qu'il y en a plus dedans. Non. Vous écrivez peut-être HFC, oui. J'oublie le H, les hydrofluorocarbones, et on les a changés pour une seule raison, c'est parce que cette deuxième génération-là n'avait pas d'impact sur la couche d'ozone, donc on pouvait les utiliser. Mais à l'époque, on n'était pas encore éveillé au concept, en tout cas beaucoup moins, on n'était pas woke? Au gaz à effet de serre. On était très inquiets de la couche d'ozone, ce qui nous semble ridicule aujourd'hui. Oui. Et on a remplacé un gaz qui était les CFC, qui était très efficace dans les réfrigérateurs, mais qui était un gaz à effet de serre dont les impacts sont de 1000 à 2000 jusqu'à 15 000 fois plus élevés que le CO2. Donc, c'est des quantités ridicules de carbone qui sont libérées avec ces gaz-là. C'est des gaz qui accumulent beaucoup plus la chaleur. Et on les a remplacés par un autre gaz. Dans le but de sauver la couche d'ozone, on les a remplacés par un autre gaz qui faisait la même chose. Et donc, en ce moment, dans nos réfrigérateurs, ce qui circule, ce sont des hydrofluorocarbones qui ne maltraitent plus la couche d'ozone. Et si, comme moi, vous avez encore un réfrigérateur au sous-sol qui date des années 50, vous êtes chanceux. Oui, ça roule, vos affaires? Ça roule beaucoup. 2 réfrigérateurs? Oui, en fait, on s'en sert plus maintenant. Maintenant, c'est devenu une traînerie. Ah? Oui, ceux qui connaissent mon sous-sol savent de quoi je parle. Mais, pas juste le sous-sol. Donc, j'ai 2 variétés chez moi de gaz. Un qui est mauvais pour la couche d'ozone, mais les 2 sont très mauvais pour les gaz à effet de serre. Oui. Mais bref, depuis 2009, les CFC sont éliminés, mais les HFC sont toujours là. Et ils sont utilisés dans le système de refroidissement. Donc, on les retrouve principalement dans le compresseur de votre réfrigérateur et dans le petit tuyau qui passe derrière. Oui. Je me retiens de ne pas vous expliquer comment fonctionnent les échanges de chaleur dans votre réfrigérateur. C'est très intéressant. Oui, vraiment. Oui. Une autre fois. Pour la zone extra plus tard. Oui. Et ce qui a été fait, c'est qu'on les a remplacés, mais les isolants à l'intérieur des portes et de la paroi du réfrigérateur sont également faits avec des mousses qui, elles aussi, sont constituées du même HFC. Et donc, nos réfrigérateurs sont littéralement des bombes à gaz à effet de serre, mais c'est pas des blagues. Tout ça pour manger du yogourt. Je trouve que c'est un lourd tribut. Ben, ça fait cher, le yogourt, en termes de gaz à effet de serre. Oui. Et on a changé les règlements, en fait, parce qu'il y a eu le protocole de Montréal qui demandait de bannir les CFC. Ils ont été remplacés et là, on s'est rendu compte, oups, les HFC aussi ont un problème, mais celui-là de gaz à effet de serre. Et en 2004, règlement québécois, donc on remplace le règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone sur ceux-là et on rend obligatoire la récupération et le confinement des allocarbures, donc ces fameuses substances qui sont dans nos réfrigérateurs, qui sont contenues, et on demande aussi une formation obligatoire à ceux qui doivent travailler avec des réfrigérateurs, donc des mécaniciens dans un garage qui doit défaire un système de climatisation. Les gens à la morgue? Peut-être. Ils ont des frigos? Sûrement, mais ceux qui réparent, non pas les morts, mais les frigos, c'est ceux-là. Oui. Et donc, il y a un paquet de formations associées dans le but que les gens qui manipulent ces gaz-là soient très au courant que c'est des gaz qu'on ne laisse pas s'échapper impunément. Le problème, c'est ce que la presse nous apprenait cette semaine, c'est que donc il y a une quantité, ça fait peur, le nombre de frigos qui se promènent en liberté et qui sont en fin de vie, 300 000 appareils de réfrigération par année. En liberté? En liberté qui courent. Il y en a un qui passe là. Oui. Un tiroir tombeau. Est-ce que c'est plus dangereux que les Mexicains dans les groupes criminalisés? Là? Il paraît qu'il y en a plein au Québec. Sur le plan des gaz à effet de serre, je pense que oui. Oui. Nos réfrigérateurs, Fred, c'est une excellente blague que je vais sûrement comprendre quand je réécoute l'émission. Parce que là, je suis tellement concentré que je vous manque. Et quand les gens rient pas, ça me rassure. Oui. Alors, on met les gens lisent pas les journaux, qu'est-ce que je vous dis? On met nos réfrégiérateurs à la rue. Ils sont ramassés en moins de 24 heures. Par qui? Par des ferrailleurs. Des gens qui sont là pour aller... Ce qu'on appelle les gens avec pas de dents. Vous remarquerez souvent les ferrailleurs, non, mais c'est pas leur priorité, mais ils ont pas de dents. Ça dépend. Les gens que je connais... Je l'aurais pas fait celle-là, Fred, sérieusement. Ils ont des capacités, par contre. Moi, j'en vois un, Fred, il ramasse des laveuses. Là, il a ça lui-même dans son pick-up. Donc, dents, pas dents, il est bien plus fort que moi. Je juge pas, là. Mais le problème, c'est que lui, il va aller récupérer un 7, 8, 10 $ peut-être de métal dans une cour à scrap. Et le ferrailleur, au bout de la ligne, le recycleur, en fait, lui, ce qu'il demande, c'est que le gaz ait été retiré.
parce que c'est pas son problème. Et donc, on se demande bien qu'est-ce qui arrive entre le moment où moi je mets mon frigidaire au chemin et le moment où il arrive 2 heures après à la scrap. Êtes-vous en train de me dire que le ferrailleur n'a pas sa formation pour manipuler ces gaz-là? Ben, évidemment que non. Non, sinon, il se serait peut-être payé des dents avant de se payer de formation. Et là, c'est pire. Là, c'est pire. Vous êtes pire que moi. Le grand problème, c'est qu'en fait, il y a un seul endroit où ces gaz-là peuvent être récupérés. Et c'est une compagnie qui s'appelle Pure Sphera de Bécancour. La presse en parlait aussi. Ils sont capables de récupérer absolument tous les gaz du frigo, y compris même les mousses qui sont cloîtrées dans le système. Ça, même un ferrailleur zélé va être capable d'aller chercher les gaz avec un appareil particulier, mais jamais il va être capable d'aller chercher ce qui est dans la mousse. Il faut littéralement broyer le réfrigérateur dans un broyeur scellé. Ça prend des appareils particuliers. Et Pure Sphera devait s'appuyer sur un éco-frais, vous en avez parlé tantôt, qui devait être de 60 $ à peu près le frigo et qui devait être payé par sur le prix d'achat, en fait. Quand on achète un frigidaire neuf, comme quand on achète des pneus. Tout à fait. Ou il y a des éco-frais maintenant dans des différents appareils électroniques aussi. C'est tout à fait normal. Moi, j'achète, je suis d'accord avec ça. Ça devait faire partie du système de fonctionnement et ça a été, comme je le disais, aboli par les libéraux. On approchait un peu trop de l'élection et il y a eu une petite levée de bouclier. Ça va faire monter les prix, les gens vont acheter ailleurs. Et bref, ça a été écarté. Alors, on a une compagnie capable de recycler les réfrigérateurs et qui recycle en ce moment 10% de ce qui pourrait être recyclé et qui fonctionne à 10% de sa propre capacité. Et c'est un modèle d'affaires qui devait fonctionner uniquement si on en récupérait beaucoup. Et donc, ils sont en train de se dire, ce que le gars disait dans l'article, c'est que lui a un enfant on ne dit pas son âge, mais qui fait ça pour son fils. Parce que ce que vous savez pas, je faisais la blague tantôt, mais c'est des chiffres avérés. Un réfrigérateur mal recyclé, donc si on recycle mal la mousse qu'il y a dedans et si on recycle pas les gaz, c'est l'équivalent de rouler 17 000 km en voiture. C'est incroyable. Donc, c'est pas des farces. Fois 300 000. Fois 300 000. Et là, en même temps que ça, c'est ça qui est un petit peu ahurissant, c'est que c'est la presse qui a choisi de sortir cet article-là cette semaine, 2 articles là-dessus. Et en même temps, Le Devoir sortait des détails sur GNL Québec, qui n'est finalement pas le projet si vert que ça. J'en parlerai pas parce que j'ai pas le temps, mais c'est quand même curieux qu'en même temps qu'on parle d'une grande compagnie qui va investir des milliers de dollars en région... on peut juste résumer que le projet GNL Québec, s'il fonctionne, l'émission de gaz à effet de serre va annuler toutes les réductions effectuées collectivement au Québec depuis 1990. Exactement. Et ça, c'est sans compter tous les réfrigérateurs qu'on pourrait avoir en plus. Fait que si on met ces deux projets-là ensemble, on est dans une sérieuse boîte. La différence, c'est qu'ils sont pas fous, les gens de GNL Québec. J'ai relu des vieux articles qui dataient de... Ils ont des avocats. Ils ont des avocats, justement, mais il y a aussi des avocats capables d'analyser leur stratégie. Il y en a des deux bords, Fred, c'est ça le principe. Oui. Arrêtez de regarder mon père comme ça. Et c'est un emploi noble, vous savez. Oui, tout à fait. Et ce que je voulais... C'est noble, c'est qu'il y en a trop. Là où je m'en allais, c'est c'est un avocat qui s'appelle Maître Barry, et lui est spécialiste en environnement. Et ce qu'il dit, c'est que c'est une pratique commune de fractionner les projets en leurs différentes composantes et de diviser dans le temps les moments où les demandes de permis sont faites pour pas qu'on soit capable de voir ça comme un tout. Et la principale... Pour faire passer la pilule. Pour faire passer la pilule. Et pourquoi pas commencer, Fred, par un projet qui crée des milliers d'emplois payants dans une région. Oui, et là, M. Legault aime ça, les emplois payants. Il laisse aller les Pas seulement M. Legault. Jobs, il y a 2 de ses ministres qui se sont prononcés pour. Oui. Ils sont ouverts évidemment au contre, mais ils sont plutôt pour, on le sent. Et là, une fois que l'usine est acceptée, qui est vendue comme étant verte, mais là, après ça, on parlera de pipeline, puis après ça, on parlera de beluga avec une hélice de pétrolier d'en face. Donc, évidemment, on est comme coincé entre deux feux, et tous ces feux-là produisent des gaz à effet de serre. On n'est vraiment pas dans une belle situation. La seule bonne nouvelle, c'est que moi, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus informés. J'ignorais, tu sais, tout le monde met son réfrigérateur au chemin, Fred. Il n'y a personne qui appelle un recycleur spécialisé. Et là, maintenant, il va peut-être falloir faire des appels, vérifier, est-ce qu'il y a moyen de l'envoyer à l'éco-centre. Évidemment, personne ne va porter ça sur ses épaules, mais c'est dans les médias au moins, et on réalise maintenant l'importance de ce que ça peut donner. L'important dans tout ça, c'est qu'il y a, bonne nouvelle, il y a un autre protocole, celui de Kigali, qui vise à abolir les HFC. Donc, on a eu le protocole de Montréal en 87, et là, ça a fonctionné à l'époque. Maintenant, le protocole de Kigali qui vise à éliminer les HFC, et quoi? Michel Rivard sort un album, Fred. Ben voilà donc! Et donc, c'est peut-être un gage de succès. Alors, pour ça, je serais porté à vous chanter « Libérer le fréon ». Merci beaucoup, Godfrey Rondeau! Ah là là! Vous faites partie
partie de ceux qui informaient les auditeurs. J'essaie. Moi, j'apprends des choses. Je vous le disais chaque semaine, je suis le meilleur personne. En vous faisant rire. À vous fréquenter, ouais. Serge Brideau, c'est à vous. Je suis content que vous soyez là. Merci. Moi, on l'a dit, vous êtes le chanteur des Hôtesses d'Hilaire. Parlez-nous un peu des Hôtesses d'Hilaire. Les Hôtesses d'Hilaire, on est, pour ceux qui ne connaissent pas, on est un groupe francophone hors Québec. Oui. Qui fait de la musique rock psychédélique. Oui. Fortement influencé des années 70. Tout à fait. Puis on est à notre 4e album. Et, qui est sorti... 5e, en fait. Oui, c'est vrai, c'est notre 5e. Qui est un album concept. Oui, on a fait l'album Viens avec moi, qui est devenu un opéra rock. Oui. C'était le but de cet album-là. Et là, on a tourné l'opéra rock. Puis là, on a sorti Benoît Bouchard, qui est ici présentement. Il est juste là, le monsieur. Il y a eu la brillante idée, quand on a fait la tournée de l'opéra rock, de tout enregistrer. Oui. Et les prestations, on en avait fait 5. Puis là, on a sorti un album des best-of de Moncton, Montréal et Québec. Et là, il y a des... Parce que là, moi, je l'ai vu, le spectacle, c'est extraordinaire. Vraiment. En fait, l'album est extraordinaire. On peut le dire, c'est sans vente de punch, mais c'est l'histoire. En fait, on suit un groupe indépendant qui veut le rester et un gars qui veut faire la voix. Et Exactement. on suit le parcours de ces deux entités-là. Et il va y avoir... évidemment, ça ne sera pas toujours parallèle. Ça a été la trame sonore de notre montée en Abitibi. Ça a été la trame sonore. Et vraiment, c'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent. C'est unique. Moi, j'ai vu le show qui est là, un opéra rock. Vous avez, en fait, conçu ce spectacle-là avec le Théâtre du Futur. Oui. Olivier Morin, Guillaume Lambert, qui font... Guillaume Tremblay, oui. Qui font... Merci. Qui font... qui ont fait... Navet Confi. Oui, avec Navet Confi, entre autres. Et qui ont fait l'opéra rock sur Clotaire Appart, qui ont fait l'assassinat de Gilles Duceppe. Il y a un show là, qui revient aussi. Oui, Le Clone est triste. Donc, extrêmement inventif. Et vous avez fait ce spectacle-là avec eux. Et là, il y a des dates qui s'en viennent. C'est pour ça que je voulais... L'album live est sorti, il est disponible partout. Mais là, vous allez refaire, en fait. C'est un succès, cette affaire-là. Agréablement surpris. Je veux dire, on était quand même un groupe assez underground jusqu'à ce projet-là. Puis là, on a même été invité à La soirée est encore jeune. Pour moi, c'était la consécration. Oui. À une certaine époque, c'était très bien d'être invité à La soirée est encore jeune. T'es chanceux, c'est comment aller là-bas? C'est vraiment... c'est open bar. Premièrement, il y a de la boisson à volonté. Inès, vous n'êtes jamais allé, hein? Ah, mais vous faites du théâtre pour ça. Non, c'est ça. Puis tout d'un coup, il y a eu de l'attention médiatique des grands médias parce que je pense que justement, ça faisait longtemps peut-être qu'il n'y a pas eu d'opéra rock. Puis... en fait, qu'il n'y a pas eu d'opéra rock fait par quelqu'un d'autre que Luc Plamondon. Je pense que c'est plus intéressant. C'est ça, Puis, puis c'est ça. Puis, il y a eu une bonne critique. Oui. Puis, les billets sont bien vendus sur cette combinaison-là. On revient pour 10 spectacles. 10 spectacles? Oui. On va mettre les dates parce que là, vous n'avez pas les dates. Non, j'ai des dates. C'est pour ça que je vous ignorais dans le temps. Je voulais parler de ballon prisonnier, puis je voulais vraiment commencer une association des obèses du Québec, puis du Canada français, puis dire que n'importe quoi qui fait bouger les gros, c'est bon, OK? Mais je t'ai pogné à sortir mes dates. Une chance que vous n'avez pas dit ça. Non, je le sais, mais là, je l'ai dit parce que depuis tout à l'heure, elle me... Moi, de toutes les origines, de toute orientation, toutes les couleurs. Mais c'est ça. Le 15 de juin, on est à Montréal pour les Francopholies, au Club Soda. Le 20 juillet, on est au Festif, le 4 août à Caraquette. À Baie-Saint-Paul, le 4 août à Caraquette pour le Festival Acadien, que je suggère à tout le monde qui veut prendre des vacances cette année puis aller en Acadie. C'est le bon temps d'y aller, puis le Festival Acadien, puis le Congrès mondial acadien aussi. Le 31 août à Sherbrooke, le 26 octobre à Shawinigan, le 9 novembre à Terrebonne, le 21 novembre à Rimouski, le 28 novembre à Saint-Jérôme et le 19 décembre au Grand Théâtre de Québec. Pour aller voir ce spectacle-là, il y a les Babies, entre autres, il y a plein de monde. Anna France, meilleure des deux luxe. Oui. Oui, il y a Robin Joël-Cool. J'ai préparé un petit extrait. Évidemment, c'est difficile en un seul extrait, mais c'est un peu le début, juste pour une petite mise en bouche. À plus faire de bruit, à te concentrer à dire ce que tu as dit. Moi, à force de raconter l'histoire, j'ai vu à la web différemment. Au début, j'étais pas sûr quand j'étais dedans. Bon, évidemment, c'est dur de... Mais ça, c'est l'intro. C'est l'intro, c'est un build-up. Très, très années 60. Un peu Pink Floyd-esque, entre autres.
Mais vraiment un excellent spectacle. Il faut que les gens aillent voir ça. Mais je voulais que vous veniez parce que on n'a pas parlé de Nouveau-Brunswick, de l'Acadie encore. Vous vous étiez proposé pour être chroniqueur. Et là, quand je vous ai invité, vous avez dit je préfère juste un petit... Qu'est-ce qui se passe présentement? Parce qu'on a l'impression que ça va pas super bien pour les francophones. Ça va pas super bien, mais je pense, tu sais, comme... Avec l'élection... j'ai l'impression, puis je sais que c'est peut-être les grandes lignes, mais quand même, on dirait, j'ai l'impression que quand Trump a rentré, il y a quelque chose qui s'est passé dans le mouvement populiste de droite, que tout le monde s'est donné la permission d'aller un peu plus loin. Ce que je pensais qui était vraiment mort au Nouveau-Brunswick, dans les années 90, il y avait un parti politique qui s'appelait Confederation of Regions, le CORE. Et c'était un parti anti-bilinguiste. À fond, eux autres, ils blâment toute la précarité économique au Nouveau-Brunswick sur le bilinguisme. Coûte trop cher. Tout coûte cher. Malgré qu'il y a 7 millions de Québécois à côté de chez nous, puis que... ça coûte cher ici aussi. Non, mais c'est ça. Il y a beaucoup d'économies qui est créée. Il y a beaucoup d'études qui sortent à chaque année. L'association acadienne des Acadiennes de Nouveau-Brunswick sort à chaque année. Il y a des observations sur ce qui est le revenu créé, les jobs qui sont créés au Nouveau-Brunswick, justement, pour desservir le Québec, on est tous bilingues chez nous. Beaucoup de gens sont bilingues, surtout à Moncton. Il y a des centres d'appel, il y a beaucoup de bureaux-chefs qui viennent s'installer chez nous. Mais quand même, c'était cette espèce de mouvement-là qui a été véhiculé dans les années 90. Et ce qui est intéressant, c'est Blaine Higgs, le premier ministre du Nouveau-Brunswick aujourd'hui. Actuellement. Qui a été élu il n'y a pas si longtemps. Il a été élu il n'y a pas si longtemps, minoritaire. Dans les années 90, il a essayé d'être le chef du Parti CORE. C'est pas un gars qui a fait de l'acide en 95 à un show de Dave Matthews puis qui regrette son geste. Là. il a essayé d'être le chef du Parti CORE. Et le Parti conservateur, tu sais, comme 20 ans plus tard, ils l'ont mis au pouvoir. Ouais. Et au Nouveau-Brunswick, c'est la première fois que j'ai vu une élection aussi divisée. Parce que lui, il est unilingue. Tu sais, depuis... Il y a toujours eu des premiers ministres anglophones et francophones, mais tout le monde parle un peu l'autre langue. Les francophones, c'est sûr qu'on est bilingue, mais les anglophones, au moins, sont capables de communiquer ou faire des discours, faire des débats. Aussi en français, c'est la première fois qu'il y avait pas de débat en français à Radio-Canada. Il a refusé de faire partie des débats. C'est la première fois qu'il y avait cette espèce de... C'est vraiment un unilingue anglophone. Ça fait... Moi, je n'étais pas vivant quand la dernière fois que ça arrivait. Puis... Il est maintenu, on est dans une situation minoritaire, il est maintenu au pouvoir par un nouveau parti qui s'appelle le People's Alliance, qui est un parti anti-bilinguiste, qui est juste le CORE recyclé, qui est revenu pour cette élection. Et Chris Austin le maintient au pouvoir. Donc, il y a un député acadien, M. Robert Gauvin, de Lamec, de la circonscription de Lamec et Chipagan, qui a reçu beaucoup de pression des Acadiens, entre autres moi. Toutes les fois que je le vois, j'y parle, j'ai dit pourquoi tu lâches pas, pourquoi est-ce que tu deviens pas la personne la plus puissante, puis tu ne feras pas honneur à l'Acadie. Tu es quand même maintenant en place par Chris Austin. Puis il dit toujours mais j'ai la balance du pouvoir, mais non, quand même, c'est Chris Austin qui a la balance du pouvoir. Donc, tout est toujours sur la table. On a cancellé les Jeux de la francophonie. C'était purement politique. J'ai des amis qui étaient sur le défunt comité organisateur des Jeux de la francophonie, et ils m'ont tout dit, il y avait une mauvaise volonté. Oui, le budget était élevé, mais il y avait place à négociation. Il y avait une place à négociation avec le fédéral pour dire, OK, on n'est pas une province riche comme le Québec, il faudrait que le fédéral s'implique plus, on peut réduire les coûts, l'infrastructure n'a pas besoin d'aussi gros. La ville de Moncton voulait injecter plus d'argent pour construire justement des infrastructures qui vont durer à long terme. Et tout ça, c'était non. C'était non, c'est arrivé, on donne 10 millions pour les Jeux et c'est fini, puis il n'y avait pas de place. Ça ressemble à ce qu'a fait Doug Ford un peu en Ontario, c'est-à-dire de jouer sur les services offerts aux francophones et voir un peu comment ça va réagir. Doug Ford a reculé un petit peu, mais là, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Est-ce que vous sentez le clivage aussi dans la population? Je sens comme une espèce... On dirait que le monde est comme désabusé un peu. On dirait que le monde ne s'implique plus politiquement. C'est ça qui est le problème. Ils sont tous pareils. Je dis non, regarde, justement, on se retrouve avec une ligne anglophone qui est un ancien aussi, un ancien PDG chez Irving, qui est là. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est Irving, c'est eux autres qui appartiennent à Nouveau-Brunswick. C'est eux autres qui appartiennent à la République banane que nous sommes. Et je pense qu'ils ont 49% des terres du Nouveau-Brunswick officiellement. Donc, d'avoir un ancien Irving... On peut travailler chez Irving, avoir une maison qui appartient à Irving. Qui a du bois d'Irving, avec le papier de toilette Irving. Tu lis le journal, puis tu mets le pétrole de ton char, puis ainsi de suite. Il n'y a rien qui finit avec Irving. Donc, la situation, je trouve que les gens sont un petit peu... On dirait qu'ils s'en foutent un peu, puis c'est dommage parce qu'on est vraiment en train de faire des reculs constamment. Puis, tu sais, t'as la SNA, la Société nationale des Acadiens, la Société nationale des Acadiens du Nouveau-Brunswick aussi, la Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick, Michel Bachetarache, qui est un avocat
qui se bat toujours un vrai militant, qui prennent toujours... Qui prennent toujours parole sur la place publique, mais on dirait qu'il n'y a plus cette ferveur-là qu'il y avait avant. Où ce que les gens, tu sais, comme... Chez nous, on est reconnus pour manifester beaucoup, puis... Dernièrement, à part qu'il y a des coupures pour le chômage, on dirait les gens participent, puis je me désole un peu, mais je veux dire, nous autres, les hôtesses, on a toujours profité de la petite tribune qu'on a, d'en parler, de véhiculer. Ouais. Puis, on va y aller en saison 2, je pense, Serge, la balado. Je pense que ce serait notre défi d'aller faire un épisode au Nouveau-Brunswick. Vous pourriez nous organiser ça? Ben oui. Puis en attendant, on va reparler de Pierre Perrault parce qu'il a fait un film sur l'Acadie qui s'appelle l'Acadie et qui parlait de l'occupation en fait, des universités par les militants francophones. Et on dirait qu'on reculait de 50 ans, mais c'est ça que ça fait à peu près. Plus ça change, plus c'est pareil. Exactement. On va aller voir ça en attendant. Merci Serge d'être venu nous voir. Merci, vraiment. Et là... On finit avec vous, Daphné Malbeuf. C'est la fièvre du basketball? C'est la fièvre. Fred, je sais pas si tu le sens comme moi, mais il y a comme une odeur de caoutchouc et là, je sens ton cynisme. Ce n'est pas, non, l'odeur des cônes oranges qui gravitent à Montréal, mais je parle ni d'une odeur de rondelle de hockey, mais je parle plutôt de l'odeur d'un bon ballon de basketball. Là. Je sais pas si vous aimez ça, mais moi, j'adore. J'ai jamais entendu parler de l'odeur, la bonne odeur de ballon de basket. Dans un magasin. Rentrer chez Sport Expert, ça sent le ballon de basketball. Ah oui, je vous jure. Ça, c'était la F1, moi, les pneus. Ah non. Mais cela dit, il y a vraiment... Il y a un engouement, là. Il y a un engouement. Regardez, ben je porte mon gilet aujourd'hui, en fait, qui est comme une robe, mais whatever. Même si nous sommes censés être une ville de sport, Montréal demeure pas mal une ville hockey. Hein, on sait, parlez-en à Joey Saputo, parlez-en à la Ligue canadienne de football qui tente de trouver un nouveau propriétaire aux Alouettes. Mais tu sais, Montréal, on trouve quand même le moyen de parler du Canadien à 32 degrés en plein milieu du mois de juillet. Et je sais pas pour vous, mais moi, j'ai envie que ça change un peu et qu'on cesse de penser au prochain move de Marc Bergevin. Donc, même si le printemps n'est pas aussi verdoyant et lumineux qu'on l'aurait espéré, mais moi, je trouve ça extrêmement rafraîchissant d'entendre les gens autour de moi parler basket et de voir la twittosphère s'enflammer à coups de hashtag We the North, nous sommes le Nord. C'est là, évidemment, l'avantage d'avoir une seule équipe canadienne de la NBA parce qu'on se sent un peu comme aux Olympiques. Tu sais, j'ai l'impression là, que cette équipe-là, un peu partout au Canada, on sent qu'elle nous appartient et on en retire beaucoup de fierté. Et moi, une équipe qui a une nation derrière elle, je trouve ça magnifique. Je trouve qu'on vit à une époque formidable, vraiment, de voir des inconnus apprendre à se connaître à coups de high-five avec une bonne bière froide dans les mains puis se serrer dans les bras. Je trouve ça à la limite émouvant. Puis c'est là aussi l'avantage de la disette des équipes canadiennes dans la Ligue nationale de hockey qui perdure depuis, attendez, 26 ans. Parce qu'il fut un temps où gagner la Coupe Stanley était considéré comme un droit acquis pour le Canadien. Pourtant, on n'a pas atteint la finale et on n'a pas soulevé la Coupe depuis 1993. Et du côté de Toronto, c'est encore pire. Les Maple Leafs n'ont pas atteint la finale depuis leur victoire en 1967. Donc... Oui! Excusez. Étant donné leur équipe qu'ils ont cette année, c'est gênant. Donc, les Torontois et aussi les Canadiens raccrochent leurs espoirs sur les Raptors de Toronto et on se tourne un peu vers tout ce qu'on a pour se donner un peu d'espoir d'un championnat parce que nous, les gens de ma génération, je dis ma génération, mais qui sont venus au monde après 1993, une coupe, un trophée, ça relève un peu de la légende urbaine. Le basket gagne en popularité et moi, je trouve pas que c'est une mauvaise chose. Pour vrai, je suis journaliste sportive, mais c'est difficile de s'intéresser et de suivre assidûment tous les sports. Donc, j'ai vraiment commencé à m'intéresser de plus en plus au basket il y a 2 ans environ en série, alors que la rivalité entre les Warriors de Golden State et les Cavaliers de Cleveland battait de son plein. Et c'est un peu pour ça que j'avais envie de vous en parler aujourd'hui, parce que même s'il y a beaucoup de gens qui critiquent les bandwagons fans, ce qu'on peut appeler les fans girouettes en français, vous savez, ceux qui sautent dans le train quand l'équipe va bien et puis quand ils connaissent du succès, mais qui n'hésitent pas à quitter un jour quand le train va dérailler par la suite. Mais moi, je trouve qu'on n'est pas obligé de naître avec un ballon de basketball tatoué sur le torse un jour pour aimer ça. Et il y a plusieurs de mes collègues, j'ai eu beaucoup de débats houleux avec mes collègues journalistes dans les derniers temps qui se sont moqués, qui ont émis beaucoup de réticence par rapport aux bandwagons fans parce qu'ils disent que, les gens, ils suivent pas vraiment le basket, qu'ils suivent seulement ça quand ça se met à gagner, ils veulent faire partie d'un mouvement pour flasher
lâcher sur les réseaux sociaux, puis qu'habituellement, ces gens-là, ben, ils restent pas vraiment accrochés au sport. Moi, je conçois pas vraiment ça comme ça. Je vois plutôt ça comme une occasion de créer un élément déclencheur qui va permettre aux gens de découvrir une nouvelle passion. Oui. Parce que souvent, l'amour du sport, ça provient d'un souvenir qu'on a. T'sais, on écoutait ça avec notre père ou un jour, un ami nous a amené un match de soccer puis on a commencé à trouver ça incroyable. Donc, pour moi, c'est vraiment l'occasion de faire découvrir le basketball aux gens et plus particulièrement aux Canadiens. Et dans l'optique d'en apprendre un peu plus sur les origines du basket et l'origine de la popularité de ce sport-là au Canada, parce que c'est quand même assez populaire chez les jeunes qui jouent au Québec particulièrement. J'ai fait quelques trouvailles intéressantes que j'avais envie de vous partager. Comme ça, vous pourrez clouer le bec aux die-hard fans qui croient que vous ne connaissez rien. Je suis là pour vous aider. Tout d'abord, il faut savoir que le basketball a été inventé par un Canadien. Yes! Ça, on est fiers. Qui, moi, m'a surprise. Il s'agit de James Naismith, qui a inventé le sport en 1891 alors qu'il enseignait à l'International Training School du YMCA au Massachusetts. Et à l'époque, eh bien, j'ai découvert ça dans un moment Héritage Canada que j'ai regardé en ligne. J'ai trouvé ça fantastique. Mais on apprend tellement de choses. J'adore ces minutes d'héritage. Ce que j'aime, c'est que c'est pas partisan. Hein? On est dans les faits seulement. C'est ça, voilà. C'était très drôle parce que on voulait faire savoir que M. Naismith était Canadien. Puis un des joueurs, en fait, a dit je sais pas si c'est un truc canadien, ça, monsieur, mais donc vraiment pour qu'on sache que M. James Naismith est Canadien. Fermé, les filets n'étaient pas fermés. Oui, c'est ça, exactement. C'était des paniers. Non, c'était des paniers de fruits et légumes qui étaient mis comme sur les espèces de mezzanines. Oui. Gymnase. Puis exactement, dans la minute, tu as raison, dans la minute d'héritage, c'est là qu'on a appris comment on a fait un trou parce que le concierge était tanné d'à chaque fois qu'il y avait un panier de devoir aller se percher puis sortir le ballon, qui était un ballon de soccer. Initialement, on jouait avec un ballon de soccer. La bonne odeur de cuir d'un ballon de soccer. Voilà. Tu as tout compris. Puis en fait, il a créé ce nouveau sport-là pour répondre aux besoins d'une activité récréative d'hiver qui pouvait se pratiquer à l'intérieur, facile à apprendre, puis qui se jouait en équipe. Puis il cherchait aussi à mettre au point un jeu qui privilégiait l'habileté plutôt que la force. Parce qu'on sait, à cette époque-là, à la fin des années 1800, on faisait souvent appel dans les différents sports aux hommes forts. Oui. Donc, lui voulait que ça soit plutôt l'habileté qui soit en jeu là-dedans. Et après ça, les diplômés de l'International Training School ont contribué à la diffusion du basket dans le monde entier. Et il y avait beaucoup d'étudiants qui étaient canadiens, donc vont contribuer à l'implantation de ce nouveau jeu partout au pays. Et ce qui était intéressant aussi dans la fin des années 1800, on rappelle, c'est que les femmes jouaient autant que les hommes au basketball, ce que j'ai trouvé intéressant. Ensuite, fière d'être canadienne. Voilà. Fière. Patriotique un petit peu. Ils jouaient pas couchés sur le dos non plus. Non. C'était debout ou perché, comme on veut. Pour être sur un arbre. En 1923, en fait, on a créé l'Association canadienne de basketball. Et dans les années 30, là, c'est vraiment la diffusion, la mondialisation de ce sport-là. Et en 1936, en fait, le basketball a été admis en tant que sport officiel pour les Jeux olympiques de Berlin. Et savais-tu qu'avant nos Raptors de Toronto, nous avions eu également une autre équipe à Toronto. À Vancouver. À Toronto et à Vancouver. En 1946 et 47, il y a eu les Huskies de Toronto qui évoluaient avec la Basketball Association of America, qui est évidemment devenue la NBA par la suite. Cette équipe-là va disparaître après seulement une saison, par contre. Et sur la côte ouest, on avait les Hornets de Vancouver qui évoluaient avec la Pacific Coast Professional Basketball League de 1946 à 1948, avant que cette ligue-là disparaisse. Et il a fallu plusieurs dizaines d'années par après pour que le basketball professionnel revienne au Canada en 1980 dans des ligues professionnelles mineures. Et c'est seulement en 1994, l'année où je suis née, donc il y a 25 ans, que la NBA a octroyé 2 franchises à des villes canadiennes, donc les Raptors à Toronto et les Grizzlies de Vancouver qui ont déménagé à Memphis en 2001. Donc, c'est vraiment là qu'on en est dans l'histoire du basketball au Canada. Mais moi, j'ai vraiment l'impression, et je sais pas si c'est le pouls de tout le monde en ce moment, mais j'ai l'impression qu'on est en train d'écrire un nouveau chapitre avec cette popularité-là grandissante. Le réseau des sports, notamment, qui s'est battu durant des années pour amener la diffusion des matchs en français au Québec, diffuse les matchs des séries pour une 2e année consécutive. Et lors du dernier match de la finale de l'Est, ils ont enregistré une pointe
de 344 000 spectateurs. Et lors du premier match de la finale, il y a eu en moyenne 232 000 amateurs qui ont suivi ce match-là. Dans les bars sportifs, c'est rempli. Le président de la cage, Jean Bédard, a même avoué qu'il n'avait jamais vu ça en 25 ans. Les gens regardent des matchs debout. Il y a des files d'attente pour entrer dans son établissement du centre-ville de Montréal. Bref, c'est la frénésie partout. Mais ça se limite pas seulement au nombre de burgers vendus. Depuis 3 ans, l'organisme Basketball Québec a enregistré une croissance de 25 % du nombre de joueurs à travers la province. Puis c'est la même tendance, évidemment, à l'échelle canadienne. Parce que, un peu comme le soccer, ben, le basket, c'est un sport plus simple puis plus accessible que des sports comme le hockey. T'sais, il suffit de trouver un ballon, un panier un peu improvisé, tout le monde peut jouer. Il n'y a pas besoin d'équipement spécial. C'est très inclusif. Il y a des terrains partout, dans des écoles, dans les parcs. Puis lors de mon voyage, je suis allée, dans le fond, dans la partie basse Californie du Mexique. Puis moi, je croyais que c'était beaucoup le soccer et le baseball qui étaient pratiqués là-bas. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de terrains de basketball. Puis c'était le sport le plus joué par les Mexicains là-bas, ce que vraiment, je pensais pas voir. On suspecte pas, Non, vraiment pas. Donc, c'est aussi un sport que le don. Moi, je trouve de rassembler les différentes communautés dans une ère où le débat sur la laïcité nous divise plus que jamais. Le baseball faisait ça beaucoup avec les expos. Avec les expos, puis ça a un petit peu disparu. Oui, tout à fait. J'ai l'impression. Puis j'ai l'impression qu'on revit ça, puis on en discutait, toi et moi, juste avant, mais j'ai vraiment l'impression que c'est aussi une culture différente, que très loin de la culture hockey. J'ai vraiment l'impression que tout le monde, peu importe pour l'équipe pour laquelle tu prends, ben, a juste envie qu'on regarde le match ensemble, qu'on ait du plaisir. C'est parce que la culture différente. On parlait de Drake, entre autres, le chanteur Drake, qui est sur le bord du terrain, qui parle aux joueurs, et même la NBA a demandé aux Raptors de lui dire de se calmer les nerfs. Et il y a eu des débats et des débats là-dessus. Mais moi, là, j'aime ça, voir quelqu'un qui est aussi énervé sur les lignes de côté. Tu payes ton billet 10 000 $ par match. Il paye pas, là. Bah, c'est l'ambassadeur. C'est l'ambassadeur. Mais contrairement... avec Will Ferrell, qui est très, très drôle, où est-ce qu'il explique aux gens des Raptors comment se donner la tape parce qu'il est déçu comme public de leur tape, puis ils font des affaires complètement comme absurdes. Mais les Raptors c'est vraiment drôle, puis je préfère ça honnêtement que pendant longtemps, j'ai été privilégiée. Mon papa avait des billets de saison au Canadien de Montréal. Moi, j'arrivais là, habillée Canadien de Montréal de la tête aux pieds, et j'étais assise à côté des gens en veston-cravate. Puis quand je venais énervée, mon père, il me demandait de me calmer un peu parce que on était dans cette section-là qui était proche de la glace, puis on n'avait pas vraiment le droit de... Tandis que dans les hauteurs du Centre Bell, c'est juste ça, tu sais, des gens qui ont envie d'être... C'est blague. Mais qui ont envie d'être ensemble, puis vraiment de festoyer. de profiter de chaque minute qui sont là. Fait que, oui, c'est une culture assez différente. Et moi, Drake... J'adore ça. Je continue, Drake. J'aime bien ça. Mais ce que je disais, c'est que j'ai vraiment l'impression que ça a ce don-là de rassembler les différentes communautés. Il y avait un article très intéressant de Radio-Canada qui dressait quelques portraits d'immigrants, justement, qui se sont intégrés grâce au basketball puis aux Raptors. Il y avait notamment un Philippin qui est débarqué à Toronto il y a 6 ans. Il a commencé à s'intéresser au basket à son arrivée. Puis ça a été un peu son moyen qu'il a trouvé pour s'évader puis oublier les tracas du quotidien. Puis les Raptors ont été un moyen pour lui de se faire ami puis de développer des intérêts en commun avec les gens de Toronto. Il y a également une jeune femme de 16 ans, originaire d'Éthiopie, qui, elle aussi, grâce au basketball, s'est sentie de plus en plus acceptée. Elle a également créé un groupe sportif pour les jeunes musulmanes, les Hijabi Ballers, et elle disait dans l'article qu'elle se sent parfois exclue dans la société, mais que les moments sportifs historiques que les Raptors lui procurent en ce moment permettent vraiment de s'unir, puis de discuter, puis d'avoir d'autres discussions que justement d'où tu viens. Et il y a également le Partisan, je ne sais pas si vous avez vu dans les médias, il est rendu une vedette, mais c'est un homme sikh qui est sur les lignes de côté à chaque partie depuis 24 ans. Et évidemment, bon, aujourd'hui, il est très populaire, mais c'était différent lorsqu'il était le seul sikh il y a 24 ans dans les gradins, avec une foule pas tellement diversifiée. Puis lui, il a vraiment choisi ce combat-là d'utiliser son histoire pour changer les mentalités, puis intéresser les jeunes à tous les horizons du basketball. Donc, honnêtement, pour moi,
moi si on peut utiliser cette soudaine popularité-là pour intéresser les gens à bouger, permettre aux enfants et aux familles moins fortunées de faire du sport et de rassembler les communautés, ben moi, j'ai vraiment pas de problème à ce que les gens sautent dans le wagon. Le Canada est Raptors, puis moi, ça me fait plaisir. Garochez-vous dans un Jurassic Park le plus près de chez vous pour voir les prouesses de Kawhi Leonard et les paniers de 3 points de Kyle Lowry. Imprégnez-vous de la culture basket, ouvrez-vous, serrez un inconnu dans vos bras. Ben Waggins fan, moi, j'ai pas de problème avec ça. Ben merci, Daphné. Ça termine cet épisode fleuve. Presque 2 heures. Merci aux chroniqueurs, merci aux invités, merci à la patience des gens, à l'attention des gens. Il ne reste qu'un épisode à Montréal, c'est la semaine prochaine. On va finir la saison le 20 juin à la TUC. Il y aura une saison 2, il y aura une grande campagne. Mettez votre argent de côté, on va vous en parler. Et la saison 2, on peut le dire, va débuter à Rouyn-Noranda pendant le FME le 30 août. Donc, vendredi matin, l'épisode sera disponible. Et là, on s'avance. Je ne l'ai pas dit, mais c'est ça. C'est le 30 août, saison 2. Grosse campagne, merci. Bonne semaine tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine.